Bien le bonsoir, bien le bonjour à vous. Merci pour votre présence. Ce soir, on va découvrir un nouveau sujet qui n'a jamais été abordé chez Au Vivant, qui est la peinture naturelle. On l'a un petit peu abordé en disant à quel point c'est important d'avoir une maison qui soit saine avec des matériaux qui soient sains. Mais un jour, sur Internet, en cherchant moi-même le sujet de la peinture naturelle, je suis tombé sur un tutoriel extraordinaire de Élise et j'ai regardé ses vidéos plusieurs fois et au bout d'un moment, j'ai fait, bah, faut que je prenne contact avec elle. J'ai gardé le contact sous le coude pendant presque 2 ans et je me suis enfin décidé à le faire. Alors, en début d'été, on a pris contact, on s'est rencontrés au mois de juillet, on a passé un super moment ensemble et on vous a réservé une belle soirée ensemble pour pouvoir vous permettre de découvrir ce qu'est la peinture naturelle et pour toutes celles et ceux qui viennent de la liste d'Élise, évidemment, vous connaissez bien le sujet, vous connaissez son approche, mais là, je vais aussi vous faire une petite présentation pour ceux qui ne la connaissent pas. Élise, c'est une professionnelle de l'art qui s'est aujourd'hui spécialisée surtout dans la formation pour pouvoir vous apprendre à faire de la peinture décorative, mais également de la peinture murale, intérieure et extérieure sur les façades. Donc, si vous venez plutôt pour un sujet d'habitat de maison, vous allez avoir vos réponses ce soir. Et si vous venez avec des questions de décoration, vous pouvez également avoir vos réponses ce soir. Donc, moi, je vais être là pour pouvoir assister Elise. Donc, n'hésitez pas à partager vos questions dans le chat. J'en ai pu en recevoir quelques-unes en amont et Elise a pu aussi recevoir vos questions grâce au questionnaire que vous avez pu répondre pour celles et ceux qui ont été en amont. Donc, merci à vous. Et je vois qu'on est déjà pas mal nombreux et nombreuses. Donc, bien le bonsoir, bien heureux de vous retrouver. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter juste après la présentation d'Elise si tu veux faire une autre présentation un peu plus poussée que mon blabla d'un instant. Ouais, déjà Bonsoir. dire bonjour. Déjà vous dire bonsoir. Alors moi du coup j'ai pas la fenêtre qui change. Bon c'est pas grave, on va faire le petit réglage pour que je vois vraiment ce que je fais. Mais c'est pas grave. Donc salut à tous et toutes. Donc bah, comme Goulven vous l'a présenté, on s'est rencontrés en juillet dernier. D'avoir un petit coup de fil, je crois juste genre le 14 juillet, la veille ou le lendemain, si je me souviens bien, dans la rue à Paris. Et puis bah, j'ai trouvé son parcours, son projet, ce qu'il fait, ses formations, sa chaîne YouTube, vachement sympa. Et je me suis dit bah, que ça serait agréable de faire quelque chose ensemble tous les deux. Et donc voilà, donc du coup, le temps de mettre ça au point, de voir ensemble ce qu'on pouvait faire, bah, c'est ce soir. C'est ce soir que ça se fait, donc je suis ravie d'être avec vous. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, en fait, bah, moi, je suis spécialiste des peintures naturelles. J'ai découvert, je me suis reconvertie à l'âge de 29 ans, j'en ai 54 maintenant. J'avais jamais fait de peinture, ça avait toujours été mon rêve, etc. Mais voilà, je n'étais pas passée à l'action. Je faisais un job qui avait absolument rien à voir. Et donc, j'ai fait plusieurs formations de peinture déco et lors d'une formation, j'ai eu un petit stage de 5 jours sur les techniques traditionnelles et j'ai appris que les anciens fabriquaient leur peinture, hein, faisaient de la cuisine, mélangeaient des poudres pour fabriquer leur peinture, principalement des poudres mais pas que. Et ça, j'ai trouvé ça génial. Et du coup, je me suis complètement engouffrée là-dedans et mon atelier est devenu un laboratoire où j'ai testé tout un tas de recettes, de mixtures, pour faire des textures, des rendus, des choses différentes. À l'époque, bah, vous voyez, c'était il y a 25 ans. Il y avait très peu de choses en fait là-dessus, donc il a fallu vraiment que je compile, que j'allais chercher dans des livres anciens, des manuels 17e, 18e, 19e, des recettes, comprendre les dosages, comment ça fonctionnait, tout ça, avec toujours moi de mon côté, je dirais mon apport, c'est un œil un peu déco, donc trouver des textures, trouver des choses voilà, les étirer, étirer toutes ces différentes peintures et techniques pour faire des choses esthétiques, des patines, des décors, des choses comme ça. Et donc, du coup, voilà, c'est ce que j'enseigne maintenant. Donc, j'ai monté un centre de formation il y a 16 ans. Et donc, j'enseigne ces différentes techniques que j'ai mises au point, affinées tout au long des années, mis des trucs dehors, testé, fait exactement ce qu'il fallait pas pour vérifier si ça marchait ou si ça marchait pas. Et donc, c'est le fruit de toute cette expérience aujourd'hui ben, que je transmets et que je partage, voilà, comme je vais vous le partager ce soir. Donc voilà, donc je suis centre de formation professionnelle reconnu depuis, ouais, c'est ça, 15-16 ans maintenant. Donc, je fais des formations présentielles, en ligne, etc. Et je forme
en termes de public, si vous voulez, des publics très différents, à la fois des particuliers qui veulent rénover leur maison dans les règles de l'art et avec des matériaux sains, des peintres en bâtiment, donc aussi des professionnels, hein, des peintres en bâtiment, des peintres décorateurs, des peintres sur mobilier, ou des personnes qui veulent se reconvertir à ces métiers-là. Et puis l'année dernière, par exemple, aussi des artistes peintres, beaucoup, de plus en plus d'ailleurs, j'ai envie de dire, et ça c'est super que les artistes peintres aient envie de passer à des techniques saines. Et l'année dernière, j'ai eu la chance de former les peintres de la Comédie Française. Et c'était très, très intéressant, très expérimental de travailler aussi avec eux. Et a priori, normalement, en décembre, je vais former les peintres de l'Opéra de Paris, donc pour vous montrer que, voilà, que tout ça évolue, que maintenant ce sont des techniques qu'on recherche, alors que quand j'ai commencé il y a 25 ans, c'était anecdotique, je dirais presque, j'étais une martienne. Et donc, je suis ravie de voir une évolution vers ces matériaux. Voilà, une intro un petit peu longue, mais pour vous montrer que, voilà, que le champ, il est très vaste de tout ce qu'on peut faire avec ces mêmes techniques à la base. Ah, je t'entends plus, moi, Goulven. Je sais Merci. pas si je suis la seule. Non, non, j'avais Merci. coupé mon micro pour être bien silencieux. Et maintenant, pour pouvoir me présenter à mon tour pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je vous ai fait une petite présentation pour que ça soit un petit peu plus illustré. Moi, mon objectif, en fait, c'est de former les particuliers à concevoir une maison qui soit saine, écologique et autonome. Et j'emploie une méthode qui est la méthode du design bioclimatique. Et à travers ça, en fait, on enseigne plein d'éléments pour pouvoir prendre le contrôle de son projet, éviter les coûts cachés, arrêter de tourner en rond, reprendre le pouvoir un peu sur son projet, que ce soit pour une construction ou une rénovation. Et donc, ne pas se laisser avoir, on va dire, par les erreurs de la méconnaissance, éviter des erreurs fatales et repartir avec des bases super solides pour pouvoir être vraiment bien en confiance dans son projet, soit de construction, de rénovation, d'autoconstruction. J'ai aussi pas mal d'autoconstructeurs qui suivent nos cours. Il y a des intentions professionnelles aussi, voire parfois même des professionnels et des artisans qui se forment chez nous. On a déjà formé un peu plus de 1328 personnes sur la construction, rénovation, reconversion et même des archis, des artisans. Et pour me présenter moi, du coup, je suis Goulven, je suis le fondateur de l'entreprise Au Vivant. Je me suis formé en design symbiotique. C'est en gros comme le design de la formation en permaculture pour les plantes, mais moi je suis allé les chercher. Je me suis beaucoup formé également sur la partie du bâtiment, l'architecture et les autres éléments pour pouvoir faire en sorte que le bâtiment soit le plus en symbiose avec son lieu de vie. Je suis entrepreneur parce que j'entreprends avec l'entreprise, mais je suis là aussi pour améliorer le confort dans votre lieu de vie, vous aider à réduire les coûts et vous aider à habiter demain, dès aujourd'hui. Et voilà, bon, j'ai tout un parcours professionnel, on pourra prendre le temps une prochaine fois pour aller plus loin dans le détail. Mais on a formé voilà, pas mal de monde. Ici, ça c'est quand on faisait des formations en présentiel avec des diplômes. On a proposé différents ateliers pour apprendre à dessiner. Et je voulais vous montrer quelques images ici d'étudiants en fait, qui, après la formation, se sont mis à faire une surélévation en construction neuve sur des bâtiments existants à Levallois-Perret à Paris, en botte de paille. Ici, une isolation par l'extérieur en botte de paille avec l'artisan qui venait de brûler du bois à l'extérieur, donc c'est pour ça qu'il est tout noir. Ici, une super maison d'Olivier Silder, un grand monsieur sur l'efficacité et la performance des bâtiments. J'ai travaillé aussi avec l'équipe au Québec de Solutionnera et on a Francis qui est en train de vous présenter ici la maison de Luc avec la serre d'abondance qui permet, même s'il fait -30 dehors, de pouvoir avoir une pièce en hiver qui vous chauffe, qui vous permet de faire pousser votre nourriture à l'année et ajouter un maximum de confort même en hiver, donc réduire vos besoins de chauffage, ce qui est envisageable également pour la France. C'est juste que, voilà, pour la France, on va éviter peut-être pas mettre les mêmes inclinaisons. Et là, on est en Haute-Savoie, donc on peut encore aller chercher des inclinaisons un peu. Recording in progress. Oula, waouh, celle-là, je la connaissais pas. Je continue ma présentation. Et donc là, encore une serre où on voit quelques tomates qui sont en train de pousser et d'autres plantes. Ici, c'est à l'intérieur de la serre de Luc. Ça, c'est en France avec une belle avancée de toiture pour éviter les surchauffes en été, même si on est dans le Vercors en 38. On peut aussi faire des bâtiments à l'extérieur pour pouvoir cultiver à toute l'année, même au Québec, dans des bâtiments qui sont séparés, ou avoir des sortes de terrasses qu'on va pouvoir fermer à bon escient pour avoir du confort. Donc si vous voulez avoir plus d'informations sur la formation qu'on propose, ici je vous montre un peu quelques sujets que l'on aborde, évidemment essentiellement le design bioclimatique. Euh,
Mais vous pouvez en fait nous suivre sur le groupe Telegram t.me/au vivant. Je vous partagerai le lien plus tard et à la fin de la présentation, qui vous permettra en fait de découvrir des visites des maisons que je suis en train de vous présenter. Il y a des vidéos sur notre chaîne YouTube qui présentent ces différentes maisons, dont celle-ci qui est une superbe maison pas très loin de Cannes, Nice, qui est un bed and breakfast isolé par l'extérieur avec du liège et comme vous pouvez le voir avec une toiture végétale et bien caché ici une piscine naturelle qu'on voit là par en haut. Des tiny houses, des super maisons extrêmement performantes avec une consommation annuelle de 60 euros d'électricité. Donc on est capable de faire des maisons très très performantes et Christophe Olivier est également un intervenant dans la formation. Un autre exemple aussi de bâtiment très très performant, très low-tech et local. D'autres maisons, d'autres visites. Voilà, je pourrais faire des grands défilés de beaucoup de maisons. J'accélère un tout petit peu. On parle aussi d'autonomie en eau, de récupération d'eau de pluie. En tout cas, moi, je suis là pour pouvoir vous aider à concevoir votre troisième pot. Et cette fameuse troisième pot, on a notre pot, nos vêtements, la deuxième, la maison, évidemment, la troisième. Donc, grâce à ça, on peut apprendre à faire du BTP. Donc, la maison en bois, isolée en paille et enduit de terre. Donc, on a du vrai BTP et on peut aller plus loin. Donc, voilà. Donc, le lien vers le groupe Telegram. Et après, ouais, si vous avez envie, on pourra prendre rendez-vous ensemble pour la suite. Donc, c'était ma petite présentation. Maintenant, place au grand sujet de ce soir qui est la peinture naturelle. Merci beaucoup Élise de venir jouer ce jeu-là alors que je sais que tu as encore des douleurs à ton épaule. C'est un vrai défi que tu es en train de relever, donc je te remercie d'être avec nous pour pouvoir nous partager ça parce que ça fait un moment que tu n'avais pas fait de webby. Et je suis bien heureux d'être assisté ce soir pour découvrir ce sujet parce que en vrai, pour tous ceux qui ne connaissent pas, je suis quasiment du même niveau que vous. Euh, Même si j'ai de l'intérêt sur le sujet et que j'en ai vu plein de choses, mais j'en ai beaucoup plus appris quand j'étais à voir, à toucher toutes les belles choses et les différents ocres de couleurs qu'il y a derrière toi, Elise. Donc voilà, je te laisse la main et au plaisir de découvrir notre, ton échange. Bien, ça marche. Bienvenue donc à tous et toutes, hein. On va regarder un petit peu en détail tout ça. Donc, pour moi, l'idée, c'est de faire une présentation sur les peintures naturelles. Demain, je veux repeindre un mur ou une porte à la maison ou voilà, refaire ma déco. Qu'est-ce que je peux trouver? Comment je peux me débrouiller, etc. Donc, l'idée pour moi, c'est de faire le point un petit peu sur, voilà, sur tout ça, sur les choix qu'on va pouvoir faire, comment s'y retrouver surtout, etc. Si ça vous va, n'hésitez pas à le dire dans le chat. Et si vous avez des angles particuliers que vous souhaitez que j'aborde, n'hésitez pas aussi à le faire. Je voulais d'abord aussi vous remercier, parce que vous êtes plus de 80 à avoir répondu à notre petit questionnaire qui m'a permis vraiment voilà, de construire ce cours en fonction de vos desiderata, vos besoins, vos supports et vos questions. Donc, un grand merci. Et donc voilà, ce que je vais vous exposer, c'est d'abord comprendre c'est quoi une peinture naturelle, on va voir ça. Ensuite, choisir. Qu'est-ce qu'on va pouvoir choisir entre ce qu'il y a dans le commerce, qu'on peut fabriquer, qu'est-ce qu'on peut fabriquer, tout ça, les différents composants. On va voir ensemble après comment on applique ça. Si vous avez une envie d'une recette en particulier, comme vous voyez, j'ai plein de petits ingrédients derrière moi, de poudre, etc. Et je suis totalement autonome avec tout ce que j'ai là. Je peux quasiment peindre sur tout support. Donc, voilà, on peut fabriquer ensemble une recette de peinture si vous le souhaitez, si on arrive, voilà, si on a le temps, si je suis pas trop bavarde. Et voilà, et vous montrer peut-être un petit peu des réalisations déco, des choses qu'on peut faire avec les peintures naturelles, hein. Évidemment, moi, c'est assez rare que je fasse un mur blanc puisque je suis décoratrice, donc voilà. Mais on peut faire des très beaux murs blancs à la chaux aussi. Mais voilà, c'est quand même une fois qu'on a un petit peu tous ces outils-là dans les mains, on a envie de mettre de la couleur de partout. Ça vous va comme programme? N'hésitez pas à me le mettre dans le chat, à me dire un petit peu, voilà, si c'est OK pour vous. Voilà, je vous suis. Je pense qu'il y a un petit décalage léger entre vous et moi. Et je vous propose, j'ai fait une petite présentation. Ouais, tu voulais Je, dire un truc peut-être? oui, je trouve pas qu'il y a de décalage. Et on pose la question s'il y aura un replay. Et oui, il y a un replay, c'est accessible sur le Telegram. Vous pouvez simplement vous connecter, récupérer le lien une fois que ça sera enregistré. Et si vous n'avez pas Telegram, vous pouvez juste le télécharger, vous connecter, récupérer le lien et vous enlever après. C'est pas, il n'y a pas d'obligation dessus.
Donc voilà. N'hésite pas à remettre le lien d'ailleurs, hein, tu peux le mettre Ouais, je maintenant. viens de le mettre dans le chat. Ah, bah, super, ok. Ah, bah, alors moi, c'est que le chat, il n'est pas à jour, tu vois, il ne remonte pas. Donc il faut que je le. Hop. Ok, impec. Eh bien, on y Je va te pour la laisse te petite. présenter. Ouais, let's go. Let's go. Allez, je vois qu'Olivier, il est ok pour le programme. Alors, on y va. Hop. Alors, partager. Du coup, j'étais hop sur autre chose de nos réglages de caméra tout à l'heure. Allez, on y va. Voilà. Hop. Du coup, hop. Donc ça, ce sont des réalisations, des couleurs, hein. Je vous ai mis plein d'illustrations. Toutes les illustrations du PDF là, qu'on va regarder ensemble, sauf une, sont des réalisations ou des choses faites en atelier de mon côté. OK? Donc bienvenue dans le monde des couleurs et des peintures naturelles. Alors c'est quoi naturel? Ça veut dire quoi et qu'est-ce qu'on qualifie de naturel? Donc il y a un texte, un seul, officiel, qui s'appelle les allégations environnementales. Vous pouvez le télécharger, c'est sur un site officiel, hein, du gouvernement. Je crois que ça date de 2011, si ma mémoire est bonne. Il y a eu plusieurs versions. Il y a une remise à jour qui a été faite en 2023. D'ailleurs, ils ont enlevé le terme écologique. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est intéressant de voir qu'il n'y est plus. Et donc, ça définit tout un tas de termes comme naturel, éco-responsable, biosourcé, bio, etc. Hein, il y a, je sais pas, il y a une quinzaine au moins de termes comme ça. Ça détermine leur utilisation dans le commerce, hein, sur les emballages et dans tout ce qui est voilà, utilisation de ces termes pour le marketing, les publicités, les emballages, etc. Donc là, moi, je vous ai mis vraiment beaucoup de précision, hein, cette présentation. On va voir vraiment les grandes lignes ensemble ce soir. Après, si vous le souhaitez, je vous donnerai un petit lien pour que vous puissiez télécharger ce PDF. Donc, un produit est qualifié de naturel. On a le droit de le qualifier de naturel s'il contient au moins 95% de composants naturels. On ne parle pas de peinture bio, par exemple. Ce qui est bio, ça ne s'utilise que pour ce qui est agricole. Ok. On peut parler d'huile bio, on peut parler d'œufs bio, mais on ne va pas parler d'un produit fabriqué d'une peinture bio. D'accord? Donc déjà, c'est un terme voilà, qui n'est pas adapté. Il faut faire attention, bien sûr, parce que tout ce qui est naturel ne veut pas dire forcément que c'est inoffensif, hein. Il y a évidemment des produits naturels qui sont toxiques et dangereux pour l'homme ou pour l'environnement. Donc ça aussi, il faut faire attention à ça et regarder au cas par cas les différents produits qu'on va utiliser. Donc cette définition, elle renvoie à un règlement européen qui date de 2006, qui s'appelle le règlement REACH, et qui va définir en fait que les ingrédients naturels donc sont des choses, des produits peu transformés, proches de leur état d'origine, et qu'on accepte certaines petites transformations européennes, qui est vraiment la base, hein, de nos règlements aussi en France. Par exemple, la chaux. La chaux n'est pas considérée comme un produit naturel. La chaux, c'est quoi? C'est du calcaire qu'on va trouver dans une carrière, hein. On va faire chauffer très fort dans des fours à plus de 1000 degrés. La chaux, elle est arrivée dans la construction chez les Égyptiens, parce qu'avant, on n'avait pas de four qui chauffait suffisamment fort pour fabriquer de la chaux. Et ça transforme en fait la matière. On a une autre matière à la sortie de la chaux, à la sortie du four, qu'on va réhydrater. Et ça, c'est la chaux qu'on va utiliser pour la construction et pour la peinture. Donc, si je suis cette définition, par exemple, la chaux n'est pas un produit naturel, mais bien sûr, la chaux est un produit extrêmement écologique. D'accord? Ça, c'est si on veut vraiment être puriste. OK? Donc voilà, ce que nous, on va garder comme définition, donc une peinture naturelle, elle est composée d'au moins 95% de composants naturels peu transformés. OK? Si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas de les mettre dans le chat et Goulven, je compte sur toi pour me les poser et me les dire. Maintenant, dans le commerce, évidemment que il y a un supermarché des peintures naturelles, des peintures écologiques, que personne n'y connaît rien, qu'il y a très peu, c'est très difficile d'avoir des informations là-dessus. Donc moi, je vais vous donner des pistes, hein. J'ai mis trois indicateurs, mais en fait, il y en a quatre. Des pistes pour vous y retrouver dans le commerce, hein, si déjà vous voulez utiliser un produit prêt à l'emploi. Donc on va avoir différentes sources d'informations. Vous avez la fiche technique qui va être diffusée par le fabricant.
Vous avez un document qui est obligatoire qui s'appelle la fiche de données de sécurité, je vais y revenir. Il y a évidemment les pictogrammes obligatoires qui vont être sur le packaging. Et maintenant, il y a également quelques labels qu'on peut suivre qui sont sérieux, je dirais. Alors, la fiche technique, ça, c'est pas un document réglementaire. Là, j'ai pris une peinture ressource, hein, qui est une peinture française, qui est l'équivalent du Faro and Ball anglais, si vous voulez. C'est son concurrent français, ressource. Donc, j'imagine que vous devez connaître. Là, on n'est pas sur des peintures naturelles, hein. La fiche technique, en fait, donc il n'y a pas de contrainte, d'obligation de rubrique dans la fiche technique. Donc, c'est le fabricant qui met ce qu'il veut. Donc, en général, il y a des conseils d'utilisation, les supports, les temps de séchage, on peut recouvrir au bout de combien de temps, mais c'est extrêmement rare qu'on ait la composition d'une peinture. D'accord? Maintenant, il y a un autre document. Donc ça, où se procurer la fiche technique, c'est soit sur le site du fabricant, hein, donc sur le site de ressources, vous avez leurs différents produits, vous aurez les fiches techniques, souvent que vous pouvez télécharger. Sinon, le revendeur également doit normalement être capable de vous fournir la fiche technique d'une peinture. Ok. Euh, Ensuite, vous avez la fiche de données de sécurité que vous allez trouver aussi sous l'appellation FDS. Ça, c'est un document obligatoire pour tout ce qui est sécurité et santé concernant un produit chimique commercialisé, un mélange. C'est une obligation pour le stockage des produits et pour le transport. Dans la fiche de données de sécurité, vous allez trouver en fait toutes les informations sur les ingrédients, les produits qui vont être nocifs, qui vont poser un problème de sanitaire ou écologique. Et donc là, les fiches de données de sécurité, ça peut faire 10-20 pages, hein, suivant les produits contenus dans la peinture. Mais ça marche aussi pour une lessive, hein, si vous voulez vous renseigner sur les qualités d'une lessive ou n'importe quel produit, en fait, vendu dans le commerce, vous pouvez trouver la fiche de données de sécurité. Donc ça, c'est parfois plus difficile à récupérer. Euh, Vous pouvez chercher FDS plus le nom du produit, par exemple, à impression universelle, entre guillemets, plus la marque, pour voir si vous arrivez à trouver sur Internet. Sinon, pareil, il faut contacter le fabricant ou votre vendeur qui doit être capable de vous fournir la FDS, la fiche de données de sécurité des produits qu'il vous vend. OK? Dans cette fiche-là, donc vous n'aurez pas les ingrédients, mais vous aurez les ingrédients qui ont un risque potentiel pour la santé. C'est-à-dire que ne seront listés que les produits à risque et vous aurez des seuils de quantité. C'est-à-dire que vous aurez une approximation, mais vous n'aurez pas la liste totale des ingrédients et le pourcentage contenu dans le produit. Mais déjà, c'est une très bonne indication sur ce qu'il y a dans la peinture du commerce que vous achetez. OK? Donc ça, voilà, je tenais à le préciser, parce que c'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément, hein. Après, bien sûr, il y a l'étiquetage obligatoire, hein, tout ce qui est pictogramme de danger. Donc là, en fait, vous avez là les illustrations des différents, je vous ai mis une capture, hein, d'écran avec les différents logos. Maintenant, voilà, les plus fréquents, ce qu'il faut voir, c'est la tête de mort, le point d'exclamation pour tout ce qui est irritation de la peau, des muqueuses, des voies respiratoires, la flamme pour les produits qui vont être inflammables, et puis les logos avec un arbre ou un poisson pour tout ce qui est environnement. Ok, donc ça également, ça vous donne une indication sur ce genre de, voilà, sur la toxicité du produit que vous allez utiliser, sachant que la toxicité, en fait, il y a deux choses importantes à savoir. Il y a la toxicité intrinsèque du produit, à quel niveau il est toxique, à quel point les ingrédients que vous avez dans la peinture que vous achetez sont toxiques, et également l'exposition. Évidemment que ça ne va pas être la même chose si vous peignez une fois 1 heure dans votre vie avec ce pot de peinture, ou un peintre en bâtiment qui va l'utiliser 35 heures pendant 40 ans de carrière. Vous voyez? L'exposition, c'est très important aussi dans tout ce qui concerne la toxicité. Si je vais trop vite ou quoi, hein, surtout vous me le dites. Alors les labels, hop, j'ai un mauvais cadrage de ma page. Voilà. J'ai même un mauvais affichage, on dirait. Les labels, moi je vous en conseille 4, on verra, qui sont les petits logos que j'ai là. Voilà. Hop, je vais mettre à 125, on verra mieux. Tac.
Voilà. Vous avez Nature Plus, qui est un label allemand, hein. Vous avez deux logos, hein. De Nature Plus, il y en a un avec un E et un sans E, hein, qui donc va certifier les produits naturels et biologiques. Donc ça concerne aussi les peintures et les normes sont assez strictes. Vous avez Nature Plus, qui lui est un label européen qui va certifier. Alors là, peut-être que tu peux intervenir, Goulven, parce que peut-être que tu connais aussi sur ta partie ces logos-là. Et donc, on va avoir aussi USD organique qui certifie les produits comme biologiques et exempts de pesticides, de produits chimiques synthétiques et de modifications génétiques. Donc, c'est quand même intéressant. Et vous avez Ecocer, qui est la seule, entre guillemets, certification française, qui lui va se concentrer sur les produits biologiques et naturels, y compris les peintures. Tous les logos entre guillemets officiels, la petite fleur, vous savez l'éco, comment il s'appelle, je sais plus comment s'appelle le logo, qu'on trouve partout ça vous allez le trouver sur les peintures qu'on va trouver en grande surface, etc. C'est le label écologique européen. Ça n'a rien absolument de naturel, bien sûr, et j'irai plus loin en disant que ça n'est pas, à mon sens, un label écologique, puisque ce sont des produits issus de la pétrochimie. Ça va être juste des seuils de certains produits qu'on ne pourra pas utiliser à l'intérieur, hein, comme ingrédient au-delà d'un certain seuil, et certains produits qui vont être interdits. Mais en tout cas, il y a en général, pour la plupart, rien du tout de naturel à l'intérieur de ces peintures-là. D'accord? Donc voilà comment un petit peu s'y retrouver dans le commerce. Évidemment que c'est un marché très juteux et très intéressant pour les fabricants, hein, des peintures naturelles et écologiques aujourd'hui. Donc voilà un petit peu comment vous y retrouvez, comment savoir à quoi vous avez affaire si vous choisissez une peinture de commerce. Bien sûr, il existe des marques de peinture écologique et naturelle dans le commerce. Là, pareil, il y a un petit peu à boire et à manger. Moi, je vous en recommande une qui s'appelle Kreidezeit. C'est une marque allemande. Ils ont énormément de produits. Tout est transparent. Vous avez la composition exacte de ce qu'il y a à l'intérieur de la peinture. Vous avez des fiches techniques qui sont extrêmement bien faites et un service aussi technique de suivi qui est vraiment très bien. Et donc, si vous cherchez une peinture prête à l'emploi, naturelle du commerce, moi, je vous orienterai en tout cas vers cette marque-là. J'ai des bidons moi, de matières premières de chez eux. Je vais en attraper un pour vous montrer. J'ai partagé l'orthographe de Kreidazak, Zeit. Excusez-moi pour mon orthographe. Ouais, bah, pareil, hein, je ne parle pas allemand. Donc voilà, donc ça par exemple, c'est une huile que j'utilise de chez eux. Donc voilà, Kreidezeit, hein, c'est des bidons comme ça. Ils ont des peintures en poudre comme on faisait dans le temps. Vous rajoutez l'eau et des pigments. Et ils ont tout un tas de peintures naturelles vraiment intéressantes. Donc ça, vous pouvez y aller, hein, les yeux fermés. Est-ce que c'est OK pour vous pour le moment? Sur ma petite présentation, est-ce que vous avez des questions? Donc là, j'ai abordé ce qu'on peut trouver dans le commerce, comment s'y retrouver, comment choisir en fait dans toute l'offre qui est disponible aujourd'hui. J'ai vu C'est des bon? petits pouces se lever avec les vannas, là, Ouais, c'est classe. bon, super, je continue? Ça vous va? Euh, Il y avait une petite question sur est-ce que la slide que tu nous présentes, tu nous la partageras après en... Alors, justement, je l'ai un peu plus développée. Là, je vous la fais très très rapide. Donc, il y a un petit lien après si vous voulez la télécharger, hein, Super. que je t'ai donné d'ailleurs, Goulven, si tu peux avoir la gentillesse à la fin de le mettre pour qu'on puisse, voilà, que vous puissiez y avoir accès. Allez, je repartage pour la suite. Yes. Tac. Donc voilà, là, vous avez les éléments pour choisir dans le commerce une peinture, hein, comment m'y retrouver, quoi faire. Maintenant, je voulais un petit peu combattre les idées reçues qu'on peut avoir sur les peintures naturelles. Alors, je me rends compte, moi, ça fait 25 ans maintenant que je fais ça, je me rends compte que quand même les mentalités ont beaucoup fait évoluer. Mais au début, moi, quand j'ai démarré, c'était euh,
Moi, je suis partie, je travaillais dans un grand média à Paris. Quand je suis partie pour aller faire des peintures, et en plus des peintures naturelles, c'est comme si je partais au fin fond de, de la campagne faire du fromage de chèvre, quoi. J'étais regardée vraiment comme un ovni. Maintenant, non. Maintenant, on sait que ça existe déjà, les peintures naturelles, et qu'en plus, on peut fabriquer des choses. Toutes les images que je vous montre, hein, sont des réalisations. Ça, vous expliquer, donc c'est un décor que j'ai fait chez une cliente. Tous les fonds sont faits en peinture à la caséine. La caséine, c'est une protéine de lait et c'est une peinture très très costaud. Et toute la partie décor, hein, ça c'est un décor de chinoiserie, a été réalisée à tempéra. La tempéra, c'est une peinture au jaune d'œuf et au pigment. Ok, donc j'ai voulu voilà, vous mettre des illustrations aussi de choses réalisées en 100% naturel, pour vous montrer qu'on peut faire de très jolies choses et que ça tient. Donc voilà, première idée reçue, les peintures naturelles sont moins durables et moins résistantes. Alors moi, évidemment, si j'ai un client qui me dit ça me fait marrer parce que on a un recul juste dingue sur les peintures naturelles. Toutes les peintures traditionnelles, quasiment, sont des peintures naturelles. Qu'est-ce que faisaient les anciens? Les anciens, ils utilisaient justement des ressources locales, des choses qu'ils avaient à proximité, faciles d'utilisation. Là, je vous ai mis un exemple sur des peintures qui ont plus de 2000 ans, ce qu'on appelle les portraits du Fayoum. Sont des peintures sur bois, sont des peintures à l'encaustique, c'est-à-dire que sont des peintures qui sont faites à partir de cire d'abeille, hein, de cire d'abeille et de pigments. Elles ont 2000 ans. Il y en a pas mal au Louvre, hein. Si vous avez l'occasion de retourner au Louvre, n'hésitez pas. Ce sont des très belles peintures. Et donc voilà, là on est sur des peintures qui n'ont pas été dans un musée pendant 2000 ans à l'abri de tout, hein, qui ont été exposées et qui sont toujours là. Euh, Contrairement aux peintures acryliques, par exemple, qui, elles, ont 60 ans, 70 ans d'existence. Hein, c'est arrivé dans les années 60, du moins ça s'est généralisé dans les années 60. On a très très peu de recul sur ces peintures-là. Ok. Moi, j'ai discuté avec une restauratrice de tableaux, hein, qui m'a dit qu'il y avait énormément, à l'époque, hein, elle travaillait au Centre Pompidou, et qu'il y avait beaucoup plus de restauration sur les œuvres récentes, sur les œuvres du XXe siècle que sur les œuvres anciennes. Pour deux raisons: les matériaux, première, première raison très importante, et deuxième raison aussi une méconnaissance de l'utilisation des produits, de ce qu'on peut mélanger, etc. Deuxième idée reçue, que là je vais déconstruire mais direct, c'est que les peintures naturelles sont plus coûteuses. Alors dans le commerce, oui, parce qu'il y a un créneau, parce que c'est du marketing, parce que voilà, là, du coup c'est du plus, 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 donc on va en profiter et vous vendre des choses très chères. Mais en vrai, pas du tout. Je vous ai mis un exemple, hein, pour une peinture d'une façade. Ok, ça c'est une façade que j'ai réalisée pour un de mes clients qui est l'atelier Vim, hein, que vous pouvez suivre sur Instagram, Vime. Où j'ai beaucoup, ça fait 7 ou 8 ans que je travaille pour eux. J'ai fait déjà beaucoup de choses dans plusieurs maisons, décor intérieur, extérieur. Là, on a fait complètement la façade. Ok, on était dans une maison euh, 19e, tout abîmée. Vraiment, la façade ouais, était vraiment moche avant que j'intervienne et avant qu'on refasse tout, quoi. Là, niveau peinture, j'ai fait une patine à la chaux, hein. Je suis pas sur une peinture, je suis sur une peinture déco. J'ai fait un badigeon à la chaux qui a l'air un peu usé, fané par le temps. Ok. Prix de revient du mètre carré, je suis à 0,36 euros. 0,036 € du mètre carré. Vous voyez, en une couche, hein. Et ça, c'est des prix qui sont de 2025. Ah oui, oui, c'est mes prix calculés à moi, c'est mes prix de revient du mètre carré. Énorme. Hein, sur une couche, hein, là c'est une couche en mètre carré. Donc là après il y a un travail de patine, voilà, il y a d'autres choses qui sont intervenues pour faire ce décor-là, il n'y a pas qu'une couche, hein. Mais en prix de revient de peinture, hein, sans évidemment le temps de travail, je suis à ce tarif-là, on n'arrive même pas à le dire tellement c'est bas, quoi. Je suis à 3 centimes d'euros, d'accord? Une peinture de façade du commerce, la normale, je dirais, qu'on va trouver en magasin professionnel, on est au minimum à 2,69 € du mètre carré. D'accord? Et alors, j'ai regardé tout à l'heure un peu des prix de peinture à la chaux de marque écologique. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire vraiment attention parce que là, il y a vraiment un gros marché. Donc ça, c'est une peinture écologique, donc 99,5% des ingrédients sont dits naturels. Je l'ai mis entre guillemets puisque je vous ai expliqué tout à l'heure que
si on suit la définition officielle de naturel, la chaux n'est pas naturelle. Donc une peinture à la chaux ne peut pas être à 99,5% naturelle. Pourtant, c'est ce qui a marqué sur le paquet, d'accord? Mais bon, moi, je suis assez puriste là-dessus. Donc voilà, vraiment, je vous explique. Et là, on est à 4,83 euros du mètre carré. Vous voyez la différence? Si on calcule, on est 134 fois plus cher que une peinture à la chaux qu'on peut fabriquer nous-mêmes. Je peux vous le montrer tout à l'heure. On prendra 5-10 minutes si vous voulez pour vous montrer comment on fabrique un badigeon à la chaux. C'est extrêmement simple et franchement, c'est pas coûteux. Et moi, j'ai rajouté du pigment en plus hein, dans mon coup là. Donc non, les peintures naturelles ne sont pas plus coûteuses. Le marketing s'en sert. Il faut bien payer les pubs à côté, le packaging, etc., etc. Puis c'est une mode, donc il y a de l'argent à faire. Donc les peintures du commerce sont souvent plus chères, pas toutes, hein, vraiment pas toutes. Donc faites bien attention, là encore, sur le choix que vous allez faire. Les peintures naturelles sont moins riches et variées. En fait, donc moi j'ai un site qui s'appelle Peinture Naturelle, donc de temps en temps il y a des journalistes qui m'appellent pour avoir des infos, qui font des enquêtes là-dessus, et on me dit la peinture naturelle est comme ci, comme ça. Tout de suite je corrige parce qu'on ne peut pas dire la peinture naturelle, on peut dire les peintures naturelles. Il y en a plein de différentes, et elles ont chacune des propriétés différentes, des avantages, des inconvénients, des supports, des mises en œuvre, etc., etc. Et donc, on a une gamme vraiment infinie. Moi, avec ce que j'ai derrière moi, là, de mon étagère, tous les petits, j'ai des ingrédients un peu de tout, beaucoup de pigments hein, quand même et d'outils. Tout ce qui est liant, c'est la partie au-dessus de moi. Je ne sais pas si vous me voyez dans une petite fenêtre, mais bon, avec tout ça, je peux fabriquer des peintures. Je suis autonome, je suis capable de peindre sur n'importe quel support, même sur du plastique avec des liants naturels. Donc non, les peintures naturelles ne sont pas moins riches et moins variées. Après, il n'y a pas vraiment de peinture polyvalente, je dirais, comme l'acrylique. L'acrylique, quelque part, on peut le mettre sur tout. Ça tient à l'intérieur, à l'extérieur. Ça ne demande pas de connaissances particulières à appliquer, d'où son développement. Mais voilà, la différence, c'est tout. C'est que là, moi, je vais avoir plein de peintures et il faut savoir laquelle choisir dans quel cas. Elles sont plus difficiles à appliquer? Non, non, non. Ça s'apprend déjà aussi, hein. La seule chose, c'est que voilà, comme je vous ai expliqué, il y a plusieurs peintures différentes. Avant, les peintres, jusque, je vous dis, aux années 60, hein, donc c'est deux générations de peintres, c'est rien du tout. Ils fabriquaient leurs produits. Hein, quand moi je rencontre des vieux peintres à la retraite qui ont 70 ans, 80 ans, sur les chantiers, ils fabriquaient leurs produits, ils fabriquaient leurs enduits, ils fabriquaient leurs peintures, etc. Maintenant, un peintre, c'est un applicateur qui va chez le marchand acheter un produit qu'il applique. Ok. Ces connaissances-là se sont totalement perdues et il y a des fadas comme moi, on est quelques-uns à être allés chercher les informations, à avoir fait des tests, à avoir fait le laboratoire dans nos ateliers pour remettre au goût du jour ces peintures-là et reconnecter. Moi, j'ai vraiment l'impression d'être une des personnes qui est venue à raccrocher en fait le chaînon manquant, la rupture avec la tradition des peintres depuis toujours, quoi. Et donc voilà, et je me fais un plaisir de transmettre et de partager bah, le fruit de tout ce travail de 25 années d'atelier, de recherche et de chantier aussi chez mes clients. Et donc j'ai moi en effet bien du recul sur ces matériaux-là à mon échelle, je dirais. Je n'ai pas 2000 ans, 2000 ans de recul perso, mais j'en ai déjà 25 de pratique et c'est aussi pas mal quoi et d'avoir justement fait des tests un peu dans tous les sens pour vérifier les choses. Bon, évidemment, les bénéfices, ça, vous en avez tous conscience, c'est quand même bien de le rappeler. Bah, pour la santé, hein, sa propre santé, la santé de la personne, de l'applicateur, de celui qui va utiliser la peinture, mais aussi de la personne qui va en bénéficier, qui va habiter dans le lieu. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans des lieux comme des cabinets de thérapeutes. On a refait intégralement toute l'école Montessori aussi d'Avignon. Voilà, des lieux vraiment, bah, c'est sûr que c'est très important d'avoir des endroits sains, pas d'émanation, que ce soit pour des enfants, des personnes malades, pour du soin, etc. Et franchement, en termes de ressenti,
c'est juste dingue la différence en fait quand on a une pièce dans une pièce ou une maison ou un appartement qui a été peint avec ces matériaux-là, c'est vraiment extrêmement différent le ressenti qu'on peut avoir. Évidemment qu'elles sont respectueuses de l'environnement, que ça ne va pas polluer, qu'on ne produit pas de déchets, hein. Donc c'est vraiment une autre façon de travailler. Moi, je vais fabriquer mes justes quantités. Donc j'ai jamais trop de peinture. Je stocke des produits secs, je dirais, que je vais mélanger et fabriquer juste ce dont j'ai besoin. Si par hasard j'ai des restes, les restes, je vais pouvoir les composter. Je n'ai pas de déchets toxiques ou alors extrêmement, extrêmement peu et je vais jamais à la déchetterie à la différence de n'importe quel peintre en bâtiment ou peintre décorateur actuel qui utilise tout un tas de matériaux nocifs. Ok. Alors maintenant, donc, est-ce que c'est OK sur toute cette présentation sur les peintures naturelles et je rentre un peu dans les composants, dans le vif du sujet? Dites-moi dans le chat si vous avez des questions sur cette première partie et sinon, ben, j'enchaîne sur la suite. Là, l'image que vous avez, en fait, ce sont des nuanciers, des recherches couleurs, justement pour le décor que vous avez vu de chinoiserie dans la cuisine, de recherche de vert pour les feuillages et de teinte aussi pour les fleurs, en peinture au jaune d'œuf et pigments. C'est bon, j'enchaîne? Allez. Donc là, on va voir bah, les ingrédients, hein, les composants d'une peinture, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire nous-mêmes et qu'est-ce qui existe. Donc je vais passer assez rapidement, mais l'idée, c'est vraiment de vous faire comprendre que il y a 4 composants dans une peinture, ce qui n'est pas compliqué du tout. Nous, on va mettre 4 ingrédients, voire même en général 3. Si on veut une peinture non colorée, une peinture blanche, on aura 3 ingrédients. Si on veut une peinture colorée, on en aura 4. Parfois, on ira jusqu'à 5 parce qu'on aura besoin de rajouter un petit truc en plus. Mais voilà, c'est tout. Dans une peinture du commerce, vous avez énormément d'ingrédients. Vous avez tout un tas de produits qui va permettre que la peinture elle reste en solution, que elle tourne pas, etc., etc. Le liant, c'est l'incontournable de la peinture. J'ai envie de dire, c'est son âme. C'est le produit principal qui va lui donner toutes ses propriétés. Faire que ça tient sur tel support, que ça va tenir des pigments, que ça va lui donner un aspect mat ou satiné, que ça va prendre tant de temps de séchage, que je vais pouvoir le recouvrir au bout de, je ne sais pas, 1 heure ou 12 heures, etc., etc. Donc c'est vraiment le liant qui impose toutes ses propriétés à une peinture. L'acrylique, par exemple, est un liant de synthèse issu de la pétrochimie et c'est l'acrylique dans une peinture qui va faire que votre peinture acrylique, elle tient sur un support. D'accord? Donc nous, dans les liants naturels, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors bon, ça c'est un petit résumé, je dirais. Euh, pour bien utiliser et connaître les peintures naturelles, en fait, il suffit simplement de connaître les liants, hein, les liants et leurs propriétés. Alors, quels vont être les différents liants écologiques et naturels que moi je vais utiliser et que je vais pouvoir euh, que j'ai à disposition pour fabriquer des peintures? Alors, on va avoir des liants d'origine minérale. On en a 3 pour la peinture. Il y en a plus si on fait des enduits, mais en peinture, c'est quelque chose qu'on va appliquer au pinceau. On va avoir l'argile, donc on peut faire des peintures à partir de la terre. On va avoir la chaux, hein, c'est pour ça que je vous ai mis liants écologiques et naturels. Et on va avoir des liants, dans les liants minéraux, les silicates de soude et silicates de potassium, qui sont connus de quasiment personne. Ça commence un petit peu en France maintenant parce que c'est très écologique. Là, je vous présente un liant qui n'est pas naturel, mais qui est très écologique et qui est très intéressant. C'est du verre liquide, hein, comme le verre dans lequel on boit. C'est du verre liquide et c'est le meilleur liant, par exemple, pour peindre sur du ciment. Aujourd'hui, moi je vois même les commandes de mes clients, je suis amenée assez souvent, trop souvent à mon goût, mais assez souvent à intervenir sur du ciment. Et le meilleur liant, la meilleure peinture qui va tenir sur le ciment, ce sont les peintures au silicate et on peut bien sûr les fabriquer. Le silicate, ça ressemble à de l'eau un petit peu plus épaisse, hein, c'est transparent, hein, et en séchant, ça fait vraiment comme du verre, mais en couche très très fine, hein, bien sûr, c'est pas cassant comme du verre. Mais si je le laisse au fond d'un pot, par exemple, en épaisseur, et que je le laisse une semaine sécher comme ça, du silicate pur, ça va ressembler à un glaçon. Vous voyez, pour vous donner une représentation.
On va avoir aussi des liants naturels d'origine organique. Et là, elles vont venir de deux sources, soit des liants qui viennent des animaux, soit des liants qui viennent des végétaux. Tous les liants organiques, hein, qu'ils soient animaux ou végétaux, vont être des cols. Donc en fait, on a à notre disposition tout un tas de cols différentes qui, pareil, vont avoir chacune des propriétés particulières. Et donc, avec toutes ces colles naturelles, animales ou végétales, on va pouvoir fabriquer de la peinture et ça sera le liant de notre peinture. C'est-à-dire que c'est ça qui va permettre à ce que notre peinture adhère au support. Donc, pour les liants naturels, qu'est-ce que j'ai moi dans mon placard derrière moi et accessible? J'ai la caséine, qui est une colle forte, qui est extraite du lait. C'est une protéine qui vient du lait. On a la colle de peau de lapin, qui est une colle extrêmement traditionnelle dans toute l'Europe du Sud, je dirais, pour tout ce qui est à la fois peinture sur boiserie, peinture sur bois, polychromie et également peinture intérieure sur les murs. On faisait ce qu'on appelle le blanc gélatineux. Ça se faisait beaucoup 19e, début 20e pour les plafonds. C'était fait à la colle de peau de lapin. Donc dans les maisons anciennes, on peut encore trouver aujourd'hui du blanc gélatineux. On a la gomme laque. La gomme laque, c'est une résine animale qui est fabriquée par des petites cochenilles. C'est le vernis, le plus ancien vernis du monde. Et là, ça fait 3000 ans qu'on l'utilise. C'est le vernis des luthiers aussi, mais on peut faire de la peinture avec. On a le jaune d'œuf, j'en parlais tout à l'heure. Le blanc d'œuf aussi permet de faire de la peinture. La cire d'abeille, je vous ai montré les portraits du Fayoum. Ça, c'est ce qu'on appelle la peinture à l'encaustique. On peut utiliser de la gélatine de porc et on peut encore utiliser de la colle de poisson. Vous voyez, là, on en a 2, 4, 6, 8. On a déjà 8 colles différentes, 8 peintures différentes qui vont avoir des propriétés, des aspects différents. Et côté végétaux, on va avoir certaines huiles. Donc attention, on ne peut pas utiliser n'importe quelle huile. Si vous voyez des recettes à l'huile d'olive, bah, c'est pas sérieux. Donc vous zappez. Sont des huiles qu'on appelle cicatives, c'est-à-dire des huiles qui vont avoir la propriété de sécher. Donc principalement, je vous en ai mis quatre, hein. L'huile de noix, l'huile de lin, l'huile d'œillette et l'huile de cartame. La plus connue et la plus utilisée en peinture artistique étant l'huile de lin. Vous allez trouver des peintures du commerce à l'huile de soja, par exemple. Alors ça, c'est un argument marketing parce qu'en fait, ce sont des huiles de soja transformées en alkyde. Et donc, du coup, on n'est plus du tout dans des produits naturels, hein. La glycéro, par exemple, est une alkyde. Et donc, c'est ce qu'on va appeler des peintures biosourcées, c'est-à-dire des peintures qu'on a fabriquées à partir d'ingrédients naturels, mais qu'on a transformés. D'accord? La gomme Louise, arabique. Ouais, pardon. excuse-moi de te couper. Il y a Dominique qui aimerait bien que tu puisses grossir le message. Est-ce que tu peux revenir à 125% quand il y a du Ouais, texte bien un peu sûr. petit? Je te Ça remercie. marche, avec plaisir. Ça rogne un petit peu l'image, mais on s'en fiche. Attends, je vais essayer d'agrandir le cadre. Hop, ça devrait me... Voilà, super. Merci. Du coup, c'est vachement mieux pour tout le monde. Donc ouais, dans les liants végétaux, donc les huiles, hein, je vous disais attention. Par exemple, l'huile de soja n'est pas une huile cicative, c'est-à-dire que c'est pas une huile qui sèche naturellement. Donc on va trouver des peintures dans le commerce dites naturelles, mais qui sont en fait à base d'huile de soja, mais qui est de l'huile de soja transformée en alkyde. Ok. La gomme arabique, c'est une résine de l'acacia et c'est le liant, hein, c'est le liant avec lequel on va faire l'aquarelle et la gouache, par exemple. Il y a tout un tas de recettes aussi à partir d'amidon. On va prendre soit à partir de la farine, hein, donc des, euh, des peintures à la farine, ou des peintures à partir de la fécule de pomme de terre notamment, hein, pour utiliser l'amidon. On va avoir des résines végétales, hein, des résines d'arbres, qui vont nous donner des liants plutôt assez transparents, qui traditionnellement nous permettaient de faire des vernis. Donc on va avoir par exemple la résine d'amar, la colophane. La colophane, il y en a en France, c'est la résine qui vient du pin. Le copal, la sandarac, le mastic, il y en a tout un tas de résines végétales qui sont des résines grasses et qui vont nous permettre notamment de faire des vernis, mais pas que. Il y a une cire végétale aussi qu'on utilise beaucoup pour les médicaments notamment, mais vous en avez mangé déjà, ça s'appelle la cire de carnauba. En fait, c'est l'enveloppe des M&M's. Vous voyez la petite coquille craquante, hein, croustillante et brillante du M&M's. C'est une cire végétale qui s'appelle la cire de carnauba.
Et au 19e, on faisait des peintures à la bière, plutôt des glacis, c'est-à-dire des peintures transparentes pour faire du faux bois ou du faux marbre, bon, principalement des faux bois, notamment faire les décors de ce... Ah, le nom m'échappe. Vous savez, ces superbes trains du 19e qui parcouraient, qui allaient jusqu'en Russie. L'Orient Express, voilà. Donc tous les faux bois, tous les décors de l'Orient Express étaient faits en glacis à la bière, par exemple, pour la petite histoire. Donc vous voyez, on a tout un tas de liants naturels, hein, je ne sais pas, entre les liants minéraux, où on en a, je crois, trois. Là, on a donc 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17. Vous voyez, donc là, j'ai 17 peintures différentes avec des propriétés différentes, des temps de séchage. Certaines vont être lessivables, d'autres pas. Certaines vont tenir dehors, dedans. Par exemple, la gomme lac, c'est la seule qui va tenir sur le plastique, par exemple. Ça va tenir aussi la gomme lac sur le verre, sur le métal. Vous voyez, on a une richesse en fait de possibilités en fonction de ce qu'on a à peindre. Donc, le deuxième ingrédient de notre peinture, ça va être un liquide qui va nous permettre de rendre liquide notre liant, parce que la plupart des liants sont solides, et donc de pouvoir appliquer notre peinture avec le pinceau. Qu'est-ce qui va se passer la plupart du temps? C'est que le solvant va s'évaporer de notre peinture et notre liant va se retendre sur le support et se solidifier. Donc, le premier solvant, bien sûr, c'est l'eau, et c'est le seul qui va être totalement inoffensif. Ensuite, on va avoir, par exemple, pour la peinture à l'huile ou pour la cire, on va mélanger avec de l'essence de térébenthine, par exemple, qui est un liant naturel mais très toxique. Euh, Moi, j'utilise de préférence l'essence d'écorce d'orange, qui est une huile essentielle d'orange et qui va être beaucoup moins toxique que la térébenthine. Donc, je vais toujours aller chercher le substitut, en fait, le produit naturel le moins toxique si jamais j'ai besoin d'un solvant. Ou sinon, on va utiliser par exemple la gomme lac, ça ne va pas se dissoudre ni à l'eau ni à l'essence, ça se dissoudra à l'alcool. Et dans ce cas-là, moi je vais choisir l'alcool le moins toxique de tous. Ok, l'éthanol, qui est un alcool naturel et qui est pur et non mélangé. Ok. Donc là, on a deux ingrédients, le liant et le solvant. Avec ces deux ingrédients-là, je peux fabriquer un vernis. Ok, si je prends un liant que je mets son solvant, par exemple, je vous disais là, la gomme lac, je mets de l'alcool dedans, j'en mets pas mal, je vais avoir quelque chose d'assez liquide et transparent. Je fabrique un vernis. Donc là, je suis en train de vous donner la composition de 17 vernis. Je prends un des liants que j'ai cités, son solvant, donc soit c'est de l'eau, soit c'est de l'essence d'écorce d'agrumes, soit c'est de l'alcool, suivant le liant. Je mélange en quantité importante, c'est-à-dire assez diluée, et j'ai un vernis. Si je prends les liants animaux ou végétaux et que je mets du solvant, donc soit de l'eau, soit de l'alcool en fonction, le solvant qui va marcher avec mon liant, là je vais avoir une colle. Donc pareil, j'ai plein de colles différentes à ma disposition que je vais pouvoir fabriquer maison, comme à la cuisine en fait. Je mélange des poudres et j'ai une totale autonomie dans mon travail. Okay. Une colle diluée, ça va me permettre de faire une préparation sur un support, notamment sur le bois, pour que mon bois soit un peu moins poreux et que ma peinture adhère mieux. D'accord? C'est aussi simple que ça, en fait. Longtemps, dans mon ancien atelier, j'avais des très grandes baies vitrées et des voisins. J'étais en centre-ville d'Avignon. Et mes voisins, en fait, ont cru pendant très longtemps que je donnais des cours de cuisine, que je faisais des formations de cuisine, parce qu'on passait notre temps à peser, mesurer. Les outils que j'ai derrière moi, si vous regardez, j'ai des bols de cuisine, j'ai des passoires, j'ai des verres mesureurs, j'ai des balances et j'ai des poudres. Donc, en fait, c'est exactement la même chose. D'ailleurs, dès que moi j'ai besoin d'un ustensile pour la cuisine, il faut que j'aille d'abord le chercher à l'atelier, parce que tout est plutôt côté atelier que côté cuisine chez moi. Donc voilà, maintenant le troisième ingrédient, donc là ça va être une poudre qu'on va mettre mélanger à notre liant et à notre solvant et qui va lui donner de la couvrance, de l'opacité qui va faire que justement on va être en présence d'une peinture et pas d'un vernis. La différence c'est que la peinture elle va recouvrir le support et on va pas voir par transparence la fibre du bois, le mur. Donc on va mettre une poudre qui s'appelle la charge
Et la principale, ça va être la craie, hein. Donc, le vrai nom de la craie, c'est le blanc de Meudon. On peut mettre de la poudre de marbre, on peut mettre du talc, on peut mettre tout un tas de charges principalement minérales, mais pas que, hein. Dans certains enduits, on peut aussi mettre de la paille. Moi, je fais des choses aussi avec de la sûre quand j'ai besoin de faire du rebouchage sur des meubles, par exemple. Je vais prendre de la colle de peau de lapin, de l'eau et de la sûre. Vous voyez, c'est le même principe. Et je vais faire une pâte et je vais faire mon rebouchage. Là, je vous ai mis un petit peu attention à la peinture à la craie. Parce que là, pareil, on est dans une démarche commerciale et marketing. On se dit, tiens, peinture à la craie, c'est forcément naturel. Non, parce que le liant, évidemment, c'est pas la craie, hein. C'est pas la craie qui va faire que notre peinture, elle tient. La craie, c'est une charge, c'est la matière qui va venir remplir pour que notre peinture, elle soit couvrante. Donc, la plupart du temps, ce sont des peintures à l'acrylique avec de la craie dedans. D'accord? C'est important d'arriver à comprendre un petit peu les ingrédients et ce qu'il y a dans une peinture. Donc là, je vous ai fait un petit résumé. Liant plus solvant, j'ai un vernis. Liant organique plus son solvant, si j'ai pas beaucoup, si c'est pas très dilué, je vais avoir une colle. Si je le dilue plus, je vais avoir une couche de préparation pour mon support. Si je prends mon liant avec du solvant et que je rajoute la charge, par exemple du blanc de Meudon, là je vais avoir un enduit. Donc, je vous disais le cas, un enduit pour le bois de rebouchage, par exemple, ça va être de la colle de peau de lapin, de l'eau, du blanc de meudon. J'ai un enduit pour le bois, j'ai le fameux gesso traditionnel. Maintenant, si je prends de la chaux, de l'eau et du sable, je vais avoir un enduit pour une façade, par exemple. C'est ce que je suis en train de vous expliquer, en fait, c'est vraiment la base de tous les mélanges qu'on peut faire en peinture. Et pour moi, c'est le cours incontournable que toutes les formations de CAP, de peintre en bâtiment ou autres devraient faire. Vous voyez, moi, je vais vous le faire. Bon, je vous le fais un petit peu rapide, en une heure. Mais une fois qu'on a compris ça, en fait, on est capable de fabriquer tous ces produits. Et donc, si je prends mon liant, du solvant, là, du coup, assez dilué et de la charge, ben, je vais avoir ma peinture blanche couvrante pour appliquer sur mes murs, sur du bois, à l'intérieur, à l'extérieur, suivant le liant que j'aurais choisi. Vous voyez, c'est vraiment pas plus compliqué que ça. Est-ce que c'est OK pour vous? Donc, trois ingrédients, vous voyez, liant, solvant, charge. Donc, ça peut être de la chaux, de l'eau et bah, la chaux, elle est assez couvrante. On peut quand même lui mettre de la poudre de marbre si on veut dedans, si on veut qu'elle soit encore plus couvrante. On aura une peinture blanche. Ça peut être de la gomme lag, de l'alcool et de la craie. J'aurai une peinture à la gomme lag blanche. Vous voyez, c'est très très simple. Maintenant, si on veut rajouter des pigments, eh bien, il y a tout un tas de pigments naturels. Là, pareil, on va avoir des pigments d'origine minérale qu'on va trouver dans la terre. Donc, les plus connus sont les ocres et les terres. Ce sont des pigments qui sont très abordables, qui sont très résistants, hein, qui vont pas bouger aux UV, à rien du tout. Donc, ça peut être utilisé partout. On va avoir certains pigments, alors soit des pigments rares comme le lapis lazuli, ça c'est l'outre-mer véritable qui va être très cher, hein. Là, on est à 300 € les 10 grammes. Je vous l'ai mis plus pour l'anecdote, mais on va voir par exemple de la malachite, on va voir qu'est-ce qu'on peut utiliser. J'en ai plein là. Qu'est-ce qui me vient en tête? J'en ai un violet, mais je ne me souviens plus de son nom. Bref, il y a tout un tas de pierres semi-précieuses qu'on peut utiliser aussi en pigments. Et puis, on va avoir des pigments organiques. Alors, ça, c'est le plus rare. Là, on va être dans des pigments plutôt euh, traditionnels d'histoire de l'art. On a le rouge kermès hein, qui vient de Petite Cochenille. On a un rouge un rouge violacé, plutôt un violacé qui vient de coquillage, le murex. Le sépia, c'est l'encre de sèche. Le noir d'ivoire, hein, on en trouve toujours aujourd'hui, mais c'est plus le vrai, hein, puisqu'on faisait calciner de l'ivoire. Maintenant, on va calciner des os de mouton, en fait. On aura du noir d'ivoire, etc., etc. Et on va avoir des couleurs végétales aussi. L'indigo, par exemple, qui vient d'une plante. Le noir de vigne, qui sont des sarments de vigne qui sont cuits, hein, du charbon de vigne, si vous voulez. Il y a également le pastel, hein, qui est une plante qui va donner un très beau pigment bleu. Et il y a à nouveau une entreprise qui cultive le pastel en France, donc on en a à nouveau. Voilà, pour vous donner un aperçu, donc on a quasiment toutes les couleurs en fait, hein, avec des pigments naturels. Beaucoup vont être très peu chers, on va être, je sais pas, à 6-7 € le kilo, ce qui est rien par rapport à des pigments de synthèse. Après aussi, on va avoir des pigments rares, traditionnels, anciens, qui sont plus anecdotiques. Donc, vous voyez que ces quatre ingrédients-là, je peux, euh, je peux faire tout ce que je veux, quoi.
Donc maintenant, si je rajoute à mes différentes préparations du pigment, eh ben, je peux faire une peinture sans charge en mettant plein de pigments. Et là, elle aura vraiment la couleur de mon pigment. Je peux prendre, je sais pas moi, de la colle de peau de lapin, par exemple, ou de la caséine, de l'eau, et puis mettre un ocre rouge. J'aurai une très belle peinture rouge, couleur ocre rouge. Je peux faire un enduit que je vais teinter dans la masse, c'est-à-dire que je vais faire un enduit coloré. Donc ça va être plus une pâte avec un liant, le solvant, du blanc de meudon ou de la poudre de marbre, plus du pigment. Et puis un glacis, ça va être une texture, une préparation qui va être plus pour faire de la décoration, pour faire des fausses matières, du faux bois, du faux marbre, hein, j'en parlais tout à l'heure. Par exemple, les glacis à la bière, on va prendre de la bière, de l'eau et du pigment. On peut faire des glacis à la colle de peau de lapin, on peut faire des glacis à l'huile aussi, par exemple, de l'huile, donc une huile cicative, par exemple l'huile de lin, de l'essence d'écorce d'agrumes et puis du pigment. Et là, je vais avoir un glacis. Je peux aussi faire une peinture à l'huile, auquel cas, je vais prendre de l'huile, je vais mettre de l'essence d'écorce d'agrumes, mais pas trop, et je vais mettre pas mal de blanc de meudon et du pigment, par exemple. Et là, j'aurai une peinture à l'huile. Vous voyez, une fois qu'on a compris en fait cette gymnastique, hein, c'est vraiment ça, j'ai quatre ingrédients. Qu'est-ce que je peux mélanger, surtout dans quelle proportion, pour obtenir une peinture, un enduit, un glacis, un vernis, une colle. Est-ce que cette petite présentation, vous comprenez mieux maintenant ce que c'est qu'une peinture naturelle et que en fait on peut en faire plein, plein de différentes avec plein de propriétés. Alors, il y a une petite case en plus, je vous ai dit tout à l'heure, c'est quatre ingrédients et parfois c'est cinq. Enfin, parfois, moi, je rajoute un conservateur si je veux conserver ma peinture 2, 3 semaines. En général, de toute façon, je fabrique les justes quantités pour mon utilisation, mais si par hasard j'ai besoin de la conserver, je vais rajouter des conservateurs naturels. Par exemple, on peut mettre de l'ail ou on peut mettre de l'huile essentielle de clou de girofle, ça sera la plus forte comme conservateur. Après, on peut ajouter dans une peinture à l'huile, par exemple, ou un vernis gras, on pourra rajouter un peu de cire d'abeille pour être moins satiné, pour être plus mat. Voilà. Mais là, ce sont des petits composants qu'on va mettre en plus pour avoir une propriété supplémentaire. Donc, vous voyez, quatre ingrédients, le liant, un liquide pour le dissoudre, une poudre qui s'appelle la charge, en général du blanc de meudon pour apporter de la couvrance, et ensuite un colorant, hein, on va prendre un pigment, et pour apporter de la couleur. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces mélanges, par rapport à tout ça? Oui, par rapport au mélange, il y a Pascal qui demande comment savoir Ouais. quelle peinture ou liant pour quel support. C'est toute la difficulté. Alors, c'est plus que le support, hein, parce que, en fait, moi, dans ma pratique, pour t'expliquer, je me permets de te tutoyer, hein, Pascal. En fait, ce que je vais faire, c'est que quand un client arrive avec une commande ou quand j'ai un truc à peindre chez moi, je vais me poser plusieurs questions. La première, c'est quoi mon support? Sur quoi je vais peindre? Ok. Est-ce que je peins sur un mur? Mais mon mur, c'est quoi? Est-ce que c'est du ciment brut? Est-ce que c'est du plâtre? Est-ce que c'est un enduit à chaud? Est-ce que c'est un ciment mais sur lequel il y a une peinture, il y a eu une peinture acrylique par exemple, auquel cas je vais peindre sur l'acrylique parce que derrière il y a le ciment, mais en fait moi ma peinture je vais la poser sur de l'acrylique. Donc première question, sur quel support je suis? Donc là, par élimination, dans toutes, tu vois, je sais plus, les 17 liants dont je t'ai parlé, je vais choisir tous ceux, par élimination, qui tiennent sur ce support-là. OK? Deuxième question, ça va être quoi l'exposition? Qu'est-ce que ça risque? À quoi ça va être soumis? C'est pas la même chose, par exemple, si je peins du bois, de peindre un volet en extérieur, de peindre la table du jardin, de peindre la petite console quand je rentre chez moi sur laquelle je vais poser mes clés, le courrier, de peindre la table de la salle à manger ou de peindre des poutres, par exemple, tu vois. Là, tous les cas de figure que je viens de te citer, c'est du bois. En revanche, en termes d'exposition, ils vont pas subir la même chose. Le plan de travail de la cuisine, je vais passer l'éponge plusieurs fois par jour. Je risque de passer un scotch-brite, par exemple, quelque chose qui va faire une abrasion, tu vois, qui fait un peu comme du papier de verre, qui peut rayer ou abîmer la peinture. Je peux passer des produits un peu agressifs pour nettoyer, ce qui n'est pas du tout la même chose sur des poutres, par exemple. Je vais peindre mes poutres et je ne vais jamais y revenir. Je ne vais pas remonter sur un escabeau et aller faire quelque chose sur les poutres, sauf peut-être si j'ai un dégât des eaux, si j'ai une salle de bain au-dessus ou si je suis sous le toit. Voilà. Mais sinon, donc voilà. Première question, support. Deuxième question, exposition. Troisième question,
le rendu, qu'est-ce que je veux faire, quel aspect, est-ce que je veux une peinture très couverte, est-ce que je veux que ce soit mat, est-ce que je veux que ce soit satiné, est-ce que je veux avoir des transparences, est-ce que je veux travailler dans le frais, parfois pour certains effets décoratifs. Je prenais l'exemple du faux bois tout à l'heure, hein. Si je fais de la fausse matière, si je fais des matières en trompe-l'œil, du faux bois, du faux marbre, des choses comme ça, bah, c'est bien pratique d'avoir des peintures dans lesquelles je peux travailler dans le frais, c'est-à-dire qu'il ne va pas sécher tout de suite dès que je l'applique. La gomme laque, par exemple, dès que je la pose, en 5 minutes, c'est sec, je ne peux pas travailler du tout dedans. L'huile, ça, c'est confort. Je peux avoir presque une demi-journée où je peux remélanger, enlever, essuyer, revenir. Donc, pour faire de la fausse matière, ça, c'est super. Donc, il y a ça aussi qui va intervenir. Et puis après, suivant tes valeurs, on a rajouté avec une de mes élèves, Nina, il n'y a pas longtemps, je dirais un nouveau critère qui est bah, qu'est-ce qui va être le plus écolo. C'est-à-dire en termes euh, comment on dit, par rapport au cycle de vie de la peinture que je vais utiliser, du transport, du stockage, de l'utilisation, etc., au niveau sanitaire, de ce point de vue-là. S'il m'en restait trois, par exemple, hein, une fois que j'ai passé l'entonnoir de chaque truc, et ben laquelle je vais choisir, laquelle sera la plus écolo. Voilà pour te répondre. Donc maintenant, évidemment, il faut des connaissances, savoir quelle peinture utiliser pour quel support. Et ça, si tu veux, moi j'ai mis 20 ans. J'ai mis 20 ans à rechercher toutes ces informations-là parce qu'elles n'étaient pas disponibles, vraiment. Il y a pas, je ne peux pas te conseiller un livre parce que ça n'existe pas. C'est pas que je garde mes secrets, loin de là, sinon je ne serais pas avec vous ce soir. Il n'y a pas un livre qui va lister ça, qui va donner les propriétés des différents liants. Donc en fait, une bonne connaissance, si tu veux devenir spécialiste comme moi, si tu es professionnel ou que tu veux devenir professionnel des peintures naturelles, en fait, la seule chose à savoir, c'est avoir une bonne connaissance des liants et avoir une connaissance de leurs propriétés, sur quel support ils tiennent, euh, les temps de séchage, avec quoi je peux les mélanger, les seuils en fait. Donc tu as vu, on va prendre un liant, on va le liquéfier et puis on va mettre des poudres dedans. Hein, je te le fais très simple. Bah, en fait, chaque liant va accepter une certaine quantité de poudre. Je vais te donner deux exemples. Si je fais un badigeon à la chaux, pour un intérieur ou pour un extérieur, pour une façade, peu importe, le badigeon, je vais pouvoir mettre 25% du poids du liant en pigment. Ok. Le seuil, c'est-à-dire la quantité maximum de poudre que je vais mettre par rapport à mon liant, donc là je te parle de pigment, hein, ce sont des poudres, c'est toujours par rapport au poids du liant dans ma préparation. Ok. Donc, si j'ai une préparation où j'ai on va dire 100 grammes de chaux, je ne pourrais pas mettre plus de 25 grammes de pigment, 25%, tu vois, un quart. Au-delà, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer deux choses. Déjà, ma couleur, elle ne va pas changer. Ça va pas me permettre d'être plus foncé ou d'être plus coloré. Et en plus, j'aurai plus assez de liant pour tenir les poudres, pour les fixer. Hein, tu as compris, le liant, c'est le produit qui va permettre à ma peinture de tenir sur le support et aussi de fixer les poudres qui vont couvrir et colorer. Donc, la chaux, en badigeon, au-delà de 25%, je ne pourrais pas mettre plus de pigment. Maintenant, par exemple, si je te prends le cas de la caséine, et que soit je te prends les cas un peu extrêmes, la caséine, c'est une colle très forte. Pour 100 grammes de caséine dans une préparation, je vais pouvoir coller, hein, je vais pouvoir tenir 15 fois son poids. C'est-à-dire que pour 100 grammes de caséine, je vais pouvoir aller jusqu'à 1,5 kg de pigment. Tu vois, la chaux, j'étais sur un quart, 25%. La caséine, je suis sur 15 fois plus. Donc voilà, c'est toutes ces connaissances-là, en fait, alors ça semble énorme parce qu'évidemment je suis spécialiste de ça, donc je vous détaille beaucoup les choses pour que vous les compreniez. Après, en fonction de ce que tu as à peindre, tu as besoin d'une ou deux ou trois recettes max en fait. Suivant si tu peins, je sais pas, des murs à l'acrylique, si tu peins des murs avec un enduit de terre, si tu peins du bois en intérieur ou du bois en extérieur. Voilà, après ça va être du cas par cas en fonction de ce que tu as besoin de peindre. Est-ce que est-ce que ça va, la réponse que je t'ai donnée, qui est un petit peu longue, Pascal, mais voilà pour te préciser exactement comment moi je procède. Elle a répondu en disant passionnant, je comprends que c'est toute une science, tu préconises une formation ou de l'expérimenter. On va l'aborder dans quelques minutes, donc oui, reste avec nous, on va présenter ça. Euh, j'ai relevé deux questions et elle te Avec répond à plaisir. nouveau oui, merci, ça donne envie d'apprendre. J'ai relevé deux Oui. questions et je te les ai écrites parce que je trouve qu'elles sont très proches. Ok, super. Il y a Florence et Hélène qui demandent tu as évoqué chaud plus eau plus sable pour faire un enduit. Quelles sont les proportions des trois? Et est-ce qu'on peut l'appliquer au pinceau? Et Hélène,
pour l'enduit chaud plus eau plus sable, quelles sont les proportions des trois? Donc là, ah, mais non, c'est bizarre. Même, ouais, là, C'est deux personnes différentes, mais, mais c'était la c'est la reproduction même de la question question. en fait. Ok, super. Et ben Alors, quand je l'ai lu tout à l'heure, j'ai pas fait attention. je suis pas super spécialiste des enduits, ok? Moi, je suis spécialiste des peintures, c'est-à-dire tout ce qui va se travailler au pinceau. Maintenant, je peux quand même vous répondre. J'ai plus exactement en tête les quantités pour les enduits à la chaux, mais c'est facile à retrouver. Ça, tu cherches sur Internet, tu vas trouver très facilement. De mémoire, je voudrais pas te dire de bêtises. Alors, la quantité d'eau, c'est en fonction de la. Il y avait trois ingrédients, hein, c'est ça? Chaud, sable et eau, j'imagine, hein, c'est ça dans la Chaud, question, eau et sable. hein, c'est ça. Ouais. L'eau, déjà, tu vas la mettre en fonction de la consistance que tu veux. D'accord? Donc, si tu as besoin que ce soit très épais, il faut que ce soit malléable et agréable à appliquer. Donc, moi, je vais plutôt faire des enduits décoratifs qu'un vrai enduit de façade chaud et sable. Si tu veux, le sable va être trop gros. Moi, pour moi, ce que j'utilise et ce que je fais. Mais grosso modo, ça doit être trois de sable et un de chaud. Je ne voudrais pas te dire de bêtises, peut-être deux de chaud, mais on est dans des proportions comme ça. Et en tout cas, l'eau, c'est vraiment toi, au jauger, l'enduit, tu vas l'appliquer avec une lisseuse, hein. Une lisseuse, c'est ça. Regarde avec mon bras droit, mais y arriver. Voilà, une lisseuse, c'est un outil comme ça, tu vois, et c'est avec ça qu'on va appliquer un enduit. Donc il faut pas que ce soit trop épais. Il faut que tu arrives à l'appliquer et il faut pas qu'il soit trop liquide, qu'il glisse et qu'il tombe de ta lisseuse, tu vois. Donc voilà, la quantité d'eau, ça va être comme ça. Maintenant, moi, je fais des enduits fins décoratifs. Dans le sud, on appelle ça une lichette de chaux. Donc, je vais pas utiliser du sable hein, parce que moi, le sable, ça va être un grain trop épais, trop gros. Là, je fais vraiment des petits enduits fins. La lichette de chaux, pour donner un exemple, c'est encore plus simple. C'est un volume de chaux, hein, que ce soit de la chaux aérienne ou de la chaux hydraulique. Hein, il y a deux types de chaux. Et un volume de poudre de marbre, très fine. Hein, c'est ce qu'on appelle l'impalpable. Hein. C'est un grain très, très, très fin. Et je vais mettre un volume de chaque. Et la quantité d'eau, pareil, ça va être un peu crème fraîche, tu vois, pour te donner, c'est pas ça coule pas, mais non plus, c'est pas solide non plus. Donc ça va être une consistance crème fraîche et je vais l'appliquer avec la lisseuse. Un volume de poudre de marbre, un volume de chaud. Ça, c'est une recette que tu trouveras pas. Mais en revanche, l'enduit chaud et sable, c'est quelque chose que tu vas trouver très très facilement. Et si vous voulez être spécialiste de chaud, là, je peux vous recommander vraiment un très bon bouquin qui est le livre de l'École d'Avignon. Ça s'appelle Technique et pratique de la chaux, je crois, chez Erol. C'est un bouquin qui a eu plusieurs rééditions et sachez que l'école d'Avignon, hein, et je suis à Avignon, mais il y a l'école d'Avignon qui est le spécialiste en Europe de la chaux. Ça, c'est une des formations que moi j'ai faites il y a 25 ans, je crois, peut-être 24. Euh, donc Tu peux voilà, répéter le titre, s'il te plaît? technique et pratique de la chaux, je crois. En tout cas, c'est sûr que c'est aux éditions Erol et c'est fait avec l'école d'Avignon. Merci. Ça, c'est la Bible pour la chaux, vraiment. Donc là, tu auras J'avais toutes les informations pour les enduits, peu pour la déco. Hein, tu auras comment dire, les composants, les fabrications des peintures à la chaux, mais tu auras surtout beaucoup de choses sur les enduits, sur les dégâts aussi des enduits dans le temps, des réparations, etc. j'avais une question au début de Béatrice qui demandait quelles sont les possibilités d'application chez les professionnels, commerçants, etc. Ça, c'est quand tu présentais un peu, justement, c'était vraiment au tout début, donc là, j'ai peut-être Bien pas sûr. plus de précision. Bah, pour moi, c'est pareil. Si tu veux que mon client il soit perso ou il soit pro, ça changerait en fait. Moi, ce que je vais regarder tout de suite, c'est son mur. Si je travaille sur les murs, quoi. Je fais aussi beaucoup d'enseignes. Tu vois, je fais des décorations de façade de magasins ou d'enseignes en extérieur. Donc, ce qui va être important pour moi, par exemple, c'est sur quel support je travaille. Si je suis sur du ciment, tout à l'heure, je vous disais, le meilleur liant, là, je vais faire mes enseignes au silicate. Et prix de revient, ça va être absolument dérisoire, quoi. Mais vraiment. Je vais fabriquer, ben, tu vois, si je fais une enseigne, je sais pas, moi, pour une agence immobilière ou pour une boulangerie ou je sais pas quoi avec un décor, ben, je vais fabriquer juste les jus dont j'ai besoin. On parle de jus, c'est vrai, dans le langage courant de peintre, hein, les peintures et les glacis, les préparations, voilà, dont j'ai besoin pour faire le décor que j'ai besoin de peindre. Donc ça peut être du lettrage, ça peut être des personnages, ça peut être un logo, ça peut être, tu vois, ça peut être plein de choses. Donc moi, tout de suite, ce que je vais regarder en premier, c'est mon mur. Déjà l'état du mur, hein, pour un client pro, si le mur
ben voilà, s'il y a des dégâts, si le mur il est humide, s'il y a besoin de réparer, si l'enduit se décolle, déjà, avant de moi de peindre, je vais quand même déjà vérifier mon support, hein, quel qu'il soit d'ailleurs, intérieur, extérieur, et ensuite faire une préconisation. Après, moi, je suis très déco, donc on vient pas me chercher pour faire un mur propre, si tu veux. En général, on vient me chercher pour soit faire un faux mur ancien, donc ça va être un peu du trompe-l'œil de patine, et c'est devenu vraiment ma spécialité de moi, mes interventions, si tu veux, pour des clients, pro ou perso, hein, que ce soit des particuliers ou des professionnels, ça va être de faire un décor qui a l'air d'avoir toujours été là. C'est-à-dire que quand on arrive, on n'a pas l'impression que c'est tout neuf, tout propre et qu'on vient de faire un truc waouh, flashy. Mais moi, je vais travailler plutôt en accord avec le lieu, avec le style du lieu, le style du bâtiment, l'époque du bâtiment, les matériaux, etc. Et pareil, dans mon escarcelle de peinture naturelle, je vais avoir forcément au moins une peinture qui sera adaptée à ce que j'ai à faire, Alors, suivant il y les a Béatrice, critères que j'ai décrits. Ouais, pardon. pardon, Tiens. il y a Béatrice qui a précisé sa question. C'est plus par rapport à certaines activités type coiffeur, boucherie, tâches éventuelles, nettoyage. Alors, moi, les peintures naturelles, tu vas pas être dans le cadre de peinture lessivable. Ok, dans les châteaux, dans les belles demeures anciennes, tout ce qui est, la plupart des peintures naturelles vont pas être lessivables. La seule qui serait sans solvant, c'est le jaune neuf. Là, on est sur une peinture naturelle à l'eau, très résistante parce qu'en fait, le jaune neuf est gras et qui sera lessivable. Maintenant, pour des locaux où en fait tu as des TTU, tu as tout un tas de trucs aujourd'hui pour des histoires de sécurité, etc. Évidemment que les peintures naturelles maison sont pas référencées dans toutes ces obligations, si tu veux, gouvernementales. Maintenant, tu vois, même des gens des ateliers de théâtre, alors que là, les peintures doivent être non inflammables, on ne doit pas utiliser de solvant, etc. Basculent, parce qu'ils en ont marre d'utiliser des produits toxiques, et je les comprends, basculent vers des peintures naturelles, et donc on trouve aussi des solutions de produits qu'on peut mettre dessus. Par exemple, la peinture au silicate, c'est ininflammable. Les peintures minérales ne sont pas inflammables. La chaude n'est absolument pas inflammable, l'argile et le silicate non plus. Donc on peut tout à fait après envisager de mettre un vernis au silicate en protection, si tu veux, de certaines peintures. Maintenant, ça n'aura pas, pour être totalement transparente et franche, quoi, ça n'aura pas les propriétés d'une peinture polyuréthane actuelle, tu vois, qui sera lessivable, etc. En revanche, en termes de tenue dans le temps, les peintures naturelles, si elles ont été utilisées à bon escient, c'est-à-dire si on a choisi la bonne peinture pour ce qu'on a à faire, sera beaucoup plus résistante dans le temps et aura une plus jolie patine qu'une peinture acrylique ou une peinture actuelle de synthèse qui va finir par se décoller ou s'écailler. Parce que ça bloque le support, ça empêche de respirer. Donc dans l'ancien ou sur des supports écologiques, si tu fais un enduit terre, tu mets pas une peinture acrylique dessus, c'est une hérésie, quoi. Il y a énormément de maisons, même à Paris hein, d'ailleurs, d'immeubles qui sont construits en terre et sur lesquels on a bloqué, on a mis de l'acrylique. Donc ça s'abîme à l'intérieur en fait. Il faut des peintures respirantes pour ce genre de support. J'ai d'autres questions, mais juste avant, je voulais partager la présentation. Je vous invite à télécharger le lien de la présentation en mettant vos coordonnées Voilà. sur l'opt-in qui permet de, voilà, de récupérer en fait toute la présentation d'Élise. Comme ça, Vous allez recevoir tout de suite le PDF, ouais. voilà. Merci. Parce que je vois quelques personnes qui sont prises par le temps et pris par le temps. C'est Oui, je suis parti. bavarde, hein, faut m'arrêter. Hein. Ouais, moi aussi, puis là, il y a des bonnes questions, donc c'est cohérent. Il y avait une autre question qui est... Tuc, tuc, voilà, Quentin, est-ce qu'on peut trouver facilement des professionnels ou qui s'y connaissent en peinture naturelle comme vous? Et il y avait un peu une question, comment trouver un peu euh, tous ces produits? Donc là, il y a Sylvie qui a donné déjà quelques adresses. Merci Sylvie. Merci. Euh, alors, des professionnels, il y en a. Maintenant, bah, il y a un peu de tout, si tu veux, parce que ces connaissances ne sont pas diffusées, sont en tout cas très difficilement accessibles. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à reconnecter tout ça, en fait. Voilà, je te dis, c'est vraiment le fruit de 25 années de travail parce que ça me passionne et ça continue de me passionner. Et puis maintenant, en plus, bah, plus les années passent, plus j'ai d'élèves et donc plus je partage et plus on cherche ensemble et plus il y a des cas de figure auxquels j'ai pas pensé, etc. Donc ça vient aussi enrichir et affiner tout ça. Donc des professionnels, bien sûr, il y en a.
Après, des professionnels formés qui ont bien une bonne compréhension de ce qu'ils utilisent, etc., mais il y en a moins encore. Donc après, voilà, il faut vraiment questionner la personne, il faut vérifier aussi. Tu vois, par exemple, moi, je fais pas les enduits. Là, je t'ai montré une façade, je fais toute la partie peinture et déco sur les façades, mais je fais pas les gros enduits chaussables, etc. Donc, je vais passer commande à un maçon pour me les préparer, mais je vais vérifier avec lui ce qu'il utilise. T'as beaucoup de maçons qui vont te dire qu'ils font des enduits à la chaux parce qu'ils sont allés acheter un sac tout prêt d'enduits à la chaux, mais en fait, c'est du ciment dedans. Ou c'est des mélanges, c'est ce qu'on appelle un enduit bâtard où on va avoir de la chaux et du ciment. Donc c'est vrai que là, il faut checker. Pareil, je te renvoie à la première partie de ma présentation, comment checker un produit du commerce, fiche technique, FDS, logo sur le sachet. Et là, tu sais ce qui est utilisé, ce qu'il y a dedans. Même si tu n'as pas la liste exhaustive des ingrédients, tu auras la liste des ingrédients nocifs. Et il y avait une deuxième question que j'ai oubliée, pardon. Ça, Je l'ai c'était sur retrouvé. les pros. Bah, c'était comment trouver les matières premières, Alors, que les je disais. matières premières, avant, tu avais le droguiste du coin qui avait tout ça, puisque c'était des produits courants et que tout le monde utilisait. La colle de peau de lapin, c'était donc c'est du collagène qu'on trouve sous le lapin, sous la peau du lapin. C'est un produit, si tu veux, dérivé qu'on récupère, puisque voilà, il y a des personnes, moi non, mais il y a des personnes qui mangent du lapin, et donc ben, c'était un déchet, si tu veux, qu'on récupérait et qui était très utile et qui faisait une super colle. Et avant, on avait des gens qui te proposaient ça à la criée dans les villages, tu vois, donc jusqu'aux années 60. Hein. Moi, je te parle d'il y a deux générations de peintres. Hein. C'est rien du tout, en fait. Ça a été complètement éradiqué en 50, 60 ans. Donc avant, tu avais des bonnes drogueries. Moi, j'ai connu au début. Maintenant, vraiment, il y a plus trop. Tu as encore des fournisseurs de matériel pour les artisans d'art. Par exemple, moi je travaille avec mes deux principaux fournisseurs. C'est La Verdure à Paris, que tu vas trouver dans le 12e, rue Traversière, qui est une vieille échoppe euh, qui est, euh, qui appartient à la même famille depuis quatre générations. Et eux, ils vendent toutes les matières premières pour les ébénistes et les gens comme moi. Donc, ils ont de la craie, ils ont de la colle de peau de lapin, ils ont de la caséine, ils ont de la gomme laque, ils ont tous les produits quasiment que je t'ai cités. Ils les ont. Ils ont les pigments, bien sûr, et ils ont les outils. Tu as un autre fournisseur avec qui je travaille, moi, qui est pas loin de Avignon, qui est à Apt, hein, donc dans le Vaucluse, qui lui s'appelle les Ocres Chauvins. D'ailleurs, les deux, tu peux les contacter de ma part. Normalement, ils vous font 10%. En plus, ils venaient de la part d'Élise. Je suis connue comme le loup blanc. Euh, et, et en plus, voilà, tous les deux, ils ont aussi une très belle gamme de pigments italiens qui vient de chez Dolci, et ça qu'on trouve pas partout. Donc, il y a de très beaux ocres et de très belles terres aussi. Et là, voilà, tu trouveras déjà toutes les matières premières que je t'ai indiquées. Il y a un autre fournisseur qui est du côté, alors ils ont, je crois, un magasin à Bordeaux et à Nantes qui s'appelle Color Rare, COLOR-RARE. Voilà en gros, si tu veux, les trois endroits où moi je me fournis. Maintenant, il y en a d'autres, hein. Il y a la marchande de couleurs aussi qui est super. Il y a, voilà, je ne veux pas me blesser certains fournisseurs qui sont super. Je te cite, voilà, les principaux avec qui moi je travaille depuis beaucoup d'années maintenant. Mais il y en a sur Internet maintenant. Moi, quand j'ai commencé, c'était pas autant développé, hein, le commerce en ligne, tout ça. Maintenant, tu trouves bien sûr très facilement tout ça. Merci. J'ai essayé de recopier les partages que Sylvie et toi venez de partager. Et il y a aussi Merci, Okobo à Nantes. Je ne sais plus qui l'a partagé, mais merci aussi pour ça. merci, ouais. Je remonte pour trouver la question. Il y avait une question de Marie-Claude. Je t'invite à la poser peut-être en rendez-vous directement, parce qu'elle est très spécifique. Ou peut-être si tu es en train de suivre un accompagnement avec Élise, ce sera plus clair pour toi. Florence demande, sur un mur en ciment intérieur, quelle peinture naturelle choisir pour que cela tienne? Alors, tout ce que tu veux faire en extérieur va marcher en intérieur, bien sûr. OK? C'est plutôt le contraire. C'est des choses qui, en intérieur, vont pas forcément tenir aux intempéries, aux différences d'hygrométrie, de chaleur, etc. en dehors. Donc, un mur en ciment, tout à l'heure, je te dis, le meilleur liant, c'est pas le seul, hein, mais le plus indiqué, ça va être le silicate de soude. Silicate de soude, j'en ai là, je pense. Ça, c'est de l'alcool. Ouais, non, c'est celui-là. Bon, moi, j'ai des gros bidons, bien sûr, mais
Tu vois, c'est un liquide qui ressemble vraiment à de l'eau, un peu plus épais. Et en fait, c'est alcalin, hein, donc il faut faire un petit peu attention parce que ça a un pH élevé. Mais c'est un super liant pour le ciment. Donc moi, je travaille avec ça. Je mélange avec des pigments et de l'eau. Il y a encore quelques questions. Est-ce qu'on prend Alors, en je vois la dépa- question de Dominique, là. Peux-tu nous donner la recette de la tempéra avec le jaune d'œuf? Alors, c'est très facile, Dominique. Je vais te la donner. Et en plus, j'ai fait une petite vidéo parce que moi aussi, j'ai une chaîne YouTube. Tu tapes atelier de peinture naturelle. Tu vas me trouver sur YouTube. Et tu as carrément la vidéo de la peinture au jaune d'œuf. Mais si tu as de quoi noter, je te le donne tout de suite. C'est un volume de jaune d'œuf, un volume d'eau. Donc là, on pèse pas, hein. Moi, j'ai des cuillères d'eau, si tu vois, j'en ai plein là. Du coup, bah, je vous ai pas fait de démo, mais ce sera pour une prochaine fois, on s'en garde pour la prochaine fois. Tu vois, j'ai des cuillères de cuisine, en fait, hein, qui font des volumes différents. Donc, tu prends un volume de jaune d'œuf, un volume d'eau et un volume de pigment. Et tu as ta peinture au jaune d'œuf, ta peinture à tempéra. Je viens de partager ta chaîne YouTube et je vous repartage à nouveau le lien pour télécharger le PDF que tu nous as partagé tout à l'heure. Question suivante de Valérie. J'allais trop vite, je l'ai passé. Hop, voilà. Est-ce qu'il y a des spécificités pour les pays chauds par rapport à l'humidité, la saison sèche et les pluies abondantes? Donc, j'imagine Alors, pour une peinture extérieure. ça sera pas des spécificités, mais on va utiliser certains liants. Et il y en a d'autres qui ne marcheront pas. Par exemple, la colle de peau, on va jamais la mettre dehors. Tu vois, ça, c'est réversible à l'eau, donc c'est pas possible. Maintenant, alors, du coup, moi, je fais une formation en ligne. Et moi, j'ai deux formations en ligne et j'ai des élèves un petit peu partout. J'en ai notamment une en Thaïlande qui donc a fait de la peinture à la caséine. C'est très humide là-bas. Je ne sais plus avec quoi d'autre elle travaille, mais en tout cas, ça fonctionne. Ce qui est plus compliqué, c'est de trouver de la caséine en Thaïlande. Après, il faudrait se renseigner sur les traditions locales, en fait. Tu vois, c'est pas compliqué. En Asie, on utilise beaucoup la terre, hein, les peintures traditionnelles les plus anciennes, en fait, que tu vas trouver quasiment partout dans le monde, c'est le jaune d'œuf et la cire. La cire, c'est une peinture juste dingue. On a retrouvé, pour te donner une idée, sur le Parthénon, des restes de peinture 2000 ans après. Donc là, on est en extérieur. Il fait très très chaud à Athènes. On est sur du marbre, c'est-à-dire un support qui n'est absolument pas poreux. Et on a retrouvé des peintures à la cire, hein, des peintures à l'encaustique sur la façade, 2000 ans après. Euh, donc voilà, c'est des choses très simples en fait, hein, mais on a perdu ses connaissances, on a perdu l'utilisation de ça. C'est un peu comme la cuisine, hein. On va chez Findus acheter des trucs tout prêts, alors que voilà, c'est pas compliqué avec des bons produits locaux de faire des choses quoi. Ben, en peinture, c'est exactement la même chose. Vous voyez le matériel que j'ai, c'est du matériel de cuisine, des verres mesureurs, des balances, des saladiers, des fouets. J'ai juste les pinceaux en plus. Et puis voilà, je vais mélanger en fait des produits. Je vous ai expliqué les différents ingrédients, les, comment dire, les concentrations, hein, les rapports entre les uns et les autres, hein, la différence que je vais avoir en termes de fabrication entre un vernis, une peinture, un enduit, une colle. Bah, c'est les mêmes, c'est un peu comme une table de mixage, j'ai envie de dire. J'ai quatre ingrédients et puis je vais mettre un peu plus de celui-là, un peu moins de celui-là, etc. en fonction du produit dont j'ai besoin, du produit de peinture de façon générique, hein, donc à la fois enduit, peinture, vernis, colle, glacis, etc. La question suivante, on dirait qu'il a répondu. C'est Agnès qui demande est-ce que ça la marcherait sur support carrelage, métal, ou par exemple un portail? Alors, sur du carrelage, tu as le silicate qui va marcher. Sur le métal, moi je vais te répondre sur du vrai métal. Si c'est du métal qui n'est pas un acrylique, ça sera une autre réponse. Tu as les peintures grasses qui vont tenir. Donc tu as la peinture à l'huile qui va tenir, la peinture au jaune d'œuf. Après, il y a d'autres sets aussi de jaune d'œuf mélangés avec de l'huile. Tu as les vernis gras aussi, type vernis d'amarre notamment, qui vont tenir sur le métal. La gomme laque aussi, mais la gomme laque, elle ne va pas aimer l'extérieur. Donc, elle n'aime pas beaucoup l'eau. Donc, la gomme laque, ça sera sur du métal, plutôt à l'intérieur, pas sous les intempéries. Oula. On te- Euh, excusez-moi si c'est passé. Agnès demande également un enduit naturel épais pourrait-il servir pour des joints de pierre au mur ou La même chaux, bien sûr. s'il. Ouais, j'imagine que la chaux. Enfin, La chaux, des mélanges chaux et argile aussi, bien sûr. Mhm. j'aurais dit la même chose. T'aurais pas été là, j'aurais dit ça par évidence, mais
Ouais, mais Ça ça. y est, ça, il y avait une question auquel je pouvais répondre. Olympia, je pense que c'est le nom de la caméra. Merci, belle soirée. Avec l'email pour recevoir le PDF. Florence, y a-t-il des pros? Je suis formé par Elise depuis 3 ans et je suis peintre sur mobilier. Oui, il y a des pros. Il y a Florence qui dit, moi, je suis là. Donc, retrouvez son contact et écrivez-lui Florence, en privé pour savoir dans quelle région elle se trouve, si vous avez besoin que ce soit en local. t'es pas trop loin Hum, de Paris, Florence, hein, si je ne m'abuse. Et Florence est peintre sur mobilier. Super, super bon peintre sur mobilier. Dominique, ça c'est fait. Mika, est-il possible d'avoir des recettes sur placo, sur poutre bois intérieur et extérieur, sur volet bois, sur panneau métallique? Ah, Oh, continue, continue. Juste, alors Florence, je sais pas, il y a plusieurs Florence, hein, là c'est... pardon, Ah je oui, voulais là revenir là-dessus. c'était Florence Le... Attends, je vais retrouver le nom. Donc, Florence look. 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 Voilà, donc c'est bon, j'ai fait la bonne réponse. L-O-U-C. Il y a une autre Florence qui est peut-être là ce soir, qui est du côté de Marseille. C'est ça. Ok. Donc du coup, j'ai un petit peu zappé ta question sur le Bien placo. Je sûr, me au Mika. placo. Mika, avoir des recettes sur placo, bois intérieur, poutre, et bois extérieur, volet bois, panneau métallique. Alors, pour les premières que tu m'as dites, bois, placo et je sais plus le troisième, la caséine, ça marchera très bien. Ok, Ensuite, tu avais pardon. volet extérieur. Pareil, ça va être. Alors, tu peux aussi faire des recettes de peinture à la caséine en mettant un peu d'huile de lin pour renforcer, par exemple, ou carrément faire des peintures à l'huile pour du bois extérieur. Pareil pour le métal. Qu'est-ce que tu avais d'autre? Je sais plus. Pardon. Ben, je propose plutôt à Mika de prendre un rendez-vous. Je viens de te partager le lien du Calendly Merci. avec Elise pour pouvoir préciser tes questions. Et si tu as envie de suivre la formation, comme j'ai pu voir sur ta deuxième question, je pense que ce sera le plus simple Pour en parler pour, directement, déjà ouais. pour vous dire, je fais plusieurs, donc j'ai plusieurs types de formations, suivant les publics aussi, suivant votre besoin en fait. Donc j'ai des formations professionnelles, soit pour des personnes qui sont déjà professionnelles et qui veulent basculer vers les peintures naturelles, soit pour des personnes qui sont en reconversion, qui souhaitent changer de métier, qui veulent devenir soit peintre décorateur, soit peintre sur mobilier. Ou également une formation pour les artistes peintres qui en ont marre d'utiliser les produits du commerce et qui veulent être autonomes dans leur fabrication. En plus, on a des textures absolument superbes. À côté de ça, je fais des petites formations aussi plus courtes et je dirais plus ciblées, soit en ligne, soit en présentiel, en fonction bah, de vos besoins. Donc, soit de peinture sur bois si tu as quelques meubles à relooker pour toi, ou si tu veux peindre et rénover ton intérieur. Voilà, je fais des petites formules voilà, en fonction de ton besoin d'apprentissage et le niveau que tu souhaites atteindre. Est-ce que c'est en vue peut-être de te reconvertir ou pour un super, je dirais, hobby, quoi, vraiment une passion, ou voilà, où tu as quelques trucs à peindre chez toi. Est-ce que c'est du mural, est-ce que c'est de la peinture sur bois? Et donc là, il y a des formules soit en présentiel, soit en ligne. Donc le plus simple, en effet, je pense que Goulven vous l'a partagé dans le chat, c'est de prendre un rendez-vous téléphonique avec moi. Et comme ça, vous m'exposez bien votre projet, ce dont vous avez besoin, ce que vous cherchez. Et puis je vous dis, moi, ce que je peux vous proposer, si ça match ou pas. Et il y a Mika qui précise que c'est pour un projet de maison, d'une rénovation de maison en pierre au sud de Bordeaux. D'accord, super. Donc, Donc là, tu sur vas la avoir part, plein de supports différents. c'est ça. Hmm. Et avec moi, bah, sur la partie rénovation, moi, je suis un généraliste, une sorte de médecin généraliste dans le bâtiment. Donc, tous les défis que tu vas rencontrer, les enjeux d'humidité ou quoi, c'est facile pour moi de pouvoir t'accompagner, t'aider. Je vais pas venir sur place faire les travaux. Par contre, je peux t'aider à faire les bons choix, valider les devis, essayer de trouver ensemble des professionnels. Et je propose aussi une formation si tu as envie d'aller beaucoup plus loin. Oui, Euh, t'alerter et surtout anticiper en fait toutes les choses auxquelles il faut penser qu'on ne ouais. sait pas quand on est novice, quoi. Dans les gens qui m'expliquent comment il faut vendre les affaires, il faut dire aux gens que je fais économiser 30 000 à 50 000 euros dans un projet de maison. C'est pas moi qui le dis, en fait, c'est l'ensemble des personnes que j'ai pu accompagner dans leur projet. Ils sont venus, ils m'ont dit, bah, avant, j'avais déjà construit une maison là-dessus, grâce à telle info, telle info, telle info dans la formation, ou en comprenant ça, 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 j'ai pu faire tel type de choix, et donc j'ai pu faire 20 000 euros ici, 25 000 là, 35 000 euros pour différents clients différents, différents étudiants. Et récemment, j'ai découvert, en faisant vraiment un suivi plus long terme avec certains étudiants qui ont suivi la formation, j'ai découvert
que je leur permettais aussi de faire des énormes économies sur les erreurs évitées. Parce que quand on ne sait pas, on fait des erreurs, et ces erreurs, parfois, elles peuvent coûter 5 000, 10 000, 15 000, jusqu'à 20 000 euros, et même parfois 50 000, 70 000 euros, ça dépend des erreurs qu'on peut faire, mais genre acheter une mauvaise chaudière ou acheter une climatisation alors qu'on aurait pu éviter d'avoir à l'installer, parfois c'est 15 000 euros d'économiser parce qu'on peut un petit peu optimiser la conception de la maison quand elle est neuve, quand elle est en rénovation et faire d'autres choix qui vont peut-être être des coûts de 1000, 2000, 3000 euros au lieu d'avoir à investir 15 000 euros dans une clim. Et je dis 15 000 parce que voilà, c'est parce qu'il faut percer, il faut installer, etc. C'est pas juste la machine. Donc cette grosse somme-là de 50 000 euros d'économie, elle est vraiment variable en fonction de chacun des projets, mais elle est certaine que ce sera toujours moins que l'investissement que l'on prend. Laure demande, salut Laure, ça fait plaisir de te voir. Les peintures naturelles sont dites safe, mais qu'en est-il de la manipulation des pigments vis-à-vis de la volatilité pour les poumons, les enduits, les cols, du point de vue du professionnel pour la pratique professionnelle? Tu peux ouvrir ton micro si tu veux peut-être préciser, Laure, parce que comme c'est pour à titre pro, ça peut être pratique. On Oui, t'entend. bonjour à tous. En fait, ma Bonsoir. question concernait la pratique. Élise, en tant que praticienne, est-ce qu'elle prend des précautions particulières? Parce que j'imagine qu'à manipuler des poudres toute la journée, et même si tous les produits sont dits sains, Hein. je pense que voilà, il peut y avoir le côté volatile. C'est comme la farine, quand on fait un gâteau, des fois on lâche la cuillère et on a de la poudre de farine, on en respire un peu. Et l'accumulation en tant que praticienne dans un métier, est-ce que elle a perçu des choses, ressenti des choses? Est-ce qu'elle prend des précautions Alors, bien particulières? sûr, bien sûr, non seulement je prends des précautions, et en plus, en tant que formatrice, si tu veux, je préconise aussi à mes élèves quand il y a besoin de prendre des précautions. La chaux, c'est un produit qui est alcalin, qui a un pH de 12,7, donc qui est très agressif en fait pour les voies respiratoires. Pour la chaux à la fois aérienne, hein, hydraulique en poudre, mais il y a aussi la chaux en pâte. Donc, suivant les manipulations, la chaux en pâte, par exemple, elle ne va pas du tout être volatile, donc tu vas rien respirer. Donc, quand on peut, ben, on va choisir la chaux en pâte pour éviter justement de respirer de la chaux. Maintenant, la poudre, hein, tu vas la respirer que lors des préparations. C'est-à-dire qu'une fois que c'est mélangé dans l'eau, c'est terminé. Donc, au moment des préparations, évidemment, c'est gants, c'est masques et c'est lunettes. Tu vois, tu te protèges, ça dure 5 minutes, en fait, le temps de juste de verser, en fait, et de faire ton mélange. Mais voilà. Après, une fois que c'est dans l'eau et que tu peins, tu passes pas ta journée avec un masque. Qu'est-ce qu'il D'accord. pourrait y Ça, avoir ça confirme ce que j'imaginais, mais il y a quand même bien des précautions d'usage à prendre. Voilà, c'est juste, principalement, c'est sur la manipulation. Donc, c'est très peu de temps, en fait, dans la pratique. Et puis, alors, en ce qui concerne les pigments, c'est des poudres qui sont très lourdes. Donc, elles sont pas volatiles, en fait. Sauf certains pigments. Pareil, je vais aussi toujours, si tu veux, déjà en amont, faire le choix dans les produits que j'utilise pour prendre les moins pires. C'est pour ça que, par exemple, je vais pas prendre l'essence de térébenthine qui est naturelle, mais qui reste très toxique. Je vais choisir l'essence d'écorce d'agrumes qui l'est beaucoup moins. Tu vois? Voilà D'accord. comment je procède. Ok. Merci. Ok, je t'en prie. Je fais un petit coucou parce que je vois j'ai plein de mes élèves qui sont présents, voire d'anciennes que j'ai pas vues depuis longtemps. Donc je suis ravie. Je vois Agnès notamment. Donc super. Je suis ravie de vous retrouver, de vous recroiser. C'est chouette. Est-ce que vous avez d'autres questions peut-être? Alors il est, Ouais, je sais pas. on a bien dépassé l'heure, mais si vous êtes toujours motivé à rester avec nous, Bon, on on va est là. finir de répondre toutes les questions, hein. Moi je suis là, avec plaisir. Alors, j'essaie de remonter pour pas la louper. Ouais, ça y est. Qu'en François, est-il est-ce en qu'elle est... termes d'assurance? Alors, pardon, je vois la question de Julien. Si on est pro, qu'en est-il en termes d'assurance? Ça change rien, en fait, hein, tu garantis ton travail. Donc, voilà, il n'y a pas plus de risque d'utiliser des peintures naturelles. Bien au contraire, est-ce que tu as une assurance parce que tu utilises des peintures toxiques? Moi, je vois, par exemple, tu vois, j'interviens dans des centres de formation aussi, je donne des cours. Quand je vois dans les autres salles, les autres profs, ce qu'ils utilisent, les rejets en fait de COV, etc., tu n'as pas d'assurance contre ça, hein. Moi, ce que je vais utiliser, je ne vais pas du tout m'intoxiquer avec ce que j'utilise et en plus, je pollue pas, quoi.
Donc, il n'y a pas de, non, je pense pas qu'il y ait d'assurance professionnelle qui te protège de quoi que ce soit. En tout cas, voilà, c'est plus une démarche personnelle de faire en sorte que tu te mets le moins dans la situation d'être en présence de produits toxiques, en fait. Je pense que ce sera plutôt ta mutuelle qui va te remercier parce que tu vas moins tomber malade. Moins En souvent. plus, excuse-moi, je t'ai coupé la parole, Goulven, mais j'ai vu ça passer au passage. Euh, Il y a Françoise qui demande quel support pour la peinture à la cire et quelle serait la recette. J'ai proposé qu'on la trouvait éventuellement sur ta chaîne YouTube, donc j'ai repartagé ta chaîne Non, YouTube. celle-là, je ne l'ai pas faite sur la chaîne YouTube. La cire, alors dans les propriétés de la cire, notamment, c'est chaque client est étonnant. Par exemple, je donnais un cours l'autre jour de peinture à l'argile. Euh, on ne sait pas forcément, mais l'argile, en fait, va être liquide en mouvement. Et dès que ça bouge plus, ça se solidifie. Donc, c'est une peinture qui, si on la liquéfie pas assez pour l'appliquer, en fait, on est vite embêté parce que ça fige très vite. Voilà, c'est intrinsèque au matériau, propriété de ce matériau. Vous faites le test, vous remuez ces liquides, vous le lâchez, du moins vous laissez le truc poser, tout de suite ça solidifie. La cire, elle a d'autres propriétés. En fait, c'est quelque part un liant qui sèche jamais. C'est-à-dire qu'à température de, je sais pas, 50-60 degrés, la cire, elle va se liquéfier. Alors, elle va pas ruisseler si tu veux, mais elle redevient collante, en fait. Donc, évidemment, la cire, par exemple, on va pas mettre une peinture à la cire rouge sur un banc public dans un jardin dans le sud à Avignon où il fait 40 degrés à l'ombre, donc je sais même pas combien au soleil. Tu vois, je te donne un cas extrême, bien sûr, dans l'exposition, tu vois, je te disais, on va choisir par rapport au support mais aussi par rapport à l'exposition, c'est-à-dire qu'est-ce que ça risque, qu'est-ce qu'on peut craindre. On va évidemment faire des choix en fonction de ça. Maintenant, la recette à la cire, il y a plusieurs façons de travailler la cire. Tu as des recettes simplement où on va se servir de cette propriété, du fait qu'elle est réversible à la chaleur. Donc, du coup, on va travailler avec des outils spécifiques. Donc, tu trouves par exemple sur le géant des beaux-arts, là, qui est une sorte de redoute en ligne, tu vas trouver des outils spécifiques pour la peinture à l'acoustique qui sont des outils métalliques avec des résistances. Donc tu as comme des petits tubes, comme des petits pinceaux métalliques avec différents embouts que tu vas pouvoir mettre, soit des poils métalliques, soit des petites spatules pour travailler justement la cire qui du coup dès qu'elle va être chauffée, elle va se liquéfier, tu vas pouvoir la mélanger, la travailler et dès que tu lâches, que tu la chauffes plus, et ben, elle va figer et se refroidir. Maintenant, ça, c'est une solution, et ça, c'est la solution saine. Sinon, bah, forcément, la cire, tu as deux autres solutions encore d'ailleurs. La cire, son solvant, c'est en général l'essence de térébenthine. Donc, moi, je remplace par l'essence d'écorce d'agrumes. Donc là, forcément, tu vas travailler avec un solvant qui est le moins pire, mais ça reste un solvant. Donc là, tu vas les liquéfier et donc tu vas avoir des émanations. Donc évidemment que je ne vais pas recommander ça à quelqu'un qui a des problèmes respiratoires ou à une femme enceinte. Donc, il faut bien ventiler, etc. Si tu fais ça toute la journée, il faut travailler avec un masque spécifique à cartouche. Sinon, il y a encore une autre solution. La cire, tu peux la saponifier, c'est-à-dire que tu la fais réagir avec une base. Et du coup, tu vas avoir une cire soluble à l'eau. Donc là, du coup, tu n'as plus de solvant. Voilà pour te répondre rapidement sur la cire, les possibilités. Merci. Hum, attends, c'est quoi? Oups, je me suis loupé dans les différentes questions. Il y avait une question, est-ce que si on fait une formation en présentiel chez toi, est-ce que tu proposes l'hébergement? Non, ça, je ne propose pas l'hébergement. Maintenant, je suis sur Avignon. Donc, Avignon, en juillet, on a un énorme festival où je ne sais plus combien la population est multipliée, genre par 10. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'hébergements sur Avignon et qui sont libres l'année, en fait. Donc, c'est très facile de se loger à Avignon. Moi, je suis sur une île, en fait. Je suis à 5 kilomètres du centre-ville du Palais des Papes. Je suis sur une île qui est sur le Rhône, qui s'appelle la Barthelasse, qui est un endroit, c'est des champs, des vergers, en fait. C'est un endroit agricole. Et il y a tout un tas d'hébergements et sur l'île et en centre-ville d'Avignon, en Airbnb, hôtel, chambre d'hôte, etc. Tu trouveras, moi sur l'île, il y a 3 campings, je crois, donc il y a vraiment tout ce qu'il faut, quoi. Et puis moi, je suis allé chez Elise, c'est Ça, t'es vraiment très venu très voir. sympa. C'est très très beau. Juste de faire un coucou déjà et de voir l'atelier, c'est déjà très sympathique. Euh, il y a Magdalena. Je suis les séances de formation avec Elise. C'est un véritable plaisir d'apprendre avec elle. Les échanges sont très riches d'enseignements, pratiques et pas seulement. Sa grande expérience est aussi largement partagée lors de formations en présentiel chez Elise. Et il y a plein de remarques dans le même esprit. Vraiment, merci de votre Bah, support merci. pour, Et pour vous soutenir ce que tous. propose Elise. C'est top. Est-ce que il y a Quentin qui demande quelles sont les différentes formations que proposes-tu
En tout cas, pour quelle application est-ce que tu as un lien, est-ce que le lien, le fait de recevoir le PDF, comme tu partages ton email pour recevoir le PDF, tu vas recevoir ensuite des emails avec les informations. Peut-être, Elise, qu'est-ce qu'ils vont Oui, recevoir par alors email? après, là, je suis en train de réfléchir suite aussi au questionnaire, là, aux personnes qui m'ont répondu. Je vois qu'il y a des personnes que je pense qui viennent de ton côté, Goulven, Oui, qui sont plus, voilà, bâtiment, intérieur, etc. Je me disais peut-être, du coup, ça m'a fait réfléchir cet après-midi à peut-être vous proposer une formule sur 2 week-ends en ligne, hein, faire ça en visio. Donc, ça serait 4 jours, un samedi, 2 samedis, dimanche, quoi. Euh, Pratique sur les principales recettes, je dirais, pour rénover son intérieur, quoi. Peinture intérieure, extérieure, pour la maison, sur le mur, sur le bois. Donc ça pourrait être une petite formule qu'on pourrait faire peut-être en novembre. Je commence à réfléchir à ça. Et sinon, donc à côté de ça, si tu veux, j'ai à la fois en présentiel ou en ligne, plus ou moins, donc en présentiel, ça va être plus des initiations, je dirais, et en ligne, là, c'est vraiment la complète. J'ai deux grosses formations en ligne, une spécifique sur la peinture sur mobilier ou en sens large sur la peinture sur bois, et donc on va voir spécifiquement tous les liens pour la peinture sur le bois, et également beaucoup d'applications décoratives. Donc là, on va faire de la fausse matière, donc faux bois, faux marbre, fausse rouille, etc., etc. On va faire du motif à main levée dans les différentes techniques. On va faire du trompe-l'œil. On va faire des métallisations. Je ne sais plus tout ce qu'il y a, mais il y a 12 modules et ça c'est énorme. Je vais t'envoyer aussi le PDF de présentation de ma formation. Et sinon, en parallèle, j'ai une formation, je dirais, générique exhaustive sur tous les différents lieux dont je vous ai parlé. Donc ça, c'est une formation que j'ai appelée peinture naturelle et écologique, deux points, recettes, techniques et savoir-faire, parce que c'est vraiment ça que je passe en revue. Et je passe, voilà, il y a tout un chapitre sur la chaux, les différentes formulations des peintures à la chaux, les applications, ce qu'on peut faire, etc. Idem pour l'argile, la gomme laque, l'huile, tous les liens que je vous ai énoncés tout à l'heure. Je prends le temps de poser les différentes recettes, les avantages, les inconvénients. Ça, c'est en toute honnêteté un truc absolument introuvable. Je ne connais personne aujourd'hui, ni en livre, ni en formation, qui propose une formation exhaustive comme ça sur tous les liens naturels, leurs applications, les différentes formulations, les avantages, les inconvénients, jusqu'où on peut aller trop loin, quoi, je dirais. Et en plus, c'est très expérimental, justement. Et je fais dans toutes mes formations en ligne, vous sais pas, donc les grosses formations, hein, les petites non, là vous aurez des vidéos, etc. avec du contenu, mais les grosses formations, il y a vraiment un suivi pédagogique. Je pense que toutes les différentes élèves qui sont en ligne avec nous peuvent en témoigner. On se retrouve très régulièrement en visioconférence comme là ce soir et c'est ouvert pendant 3 heures, questions-réponses. Qu'est-ce que tu as fait? Où t'en es? C'est quoi ta problématique? Donc mes élèves m'envoient des photos, des questions, on regarde ça ensemble, on débrief. Et donc voilà, c'est pas des formations où vous vous débrouillez tout seul. Il y a vraiment tout le suivi pédagogique et l'accompagnement et le cas par cas, je dirais, particulier pour vous dire, ben voilà, tiens, dans ta situation, tu as tel problème ou tel truc, alors moi je fais ça, essaye ci, essaye ça, etc. et tu as du soutien de Florence, de Julie qui disent ouais, c'est trop bien, c'est au Ouais. top. Il y a des questions après techniques d'inscription de Laure et de Dominique pour savoir si c'est éligible au CPF, Alors, au PCO et CPF, compagnie. je ne prends pas le CPF. En revanche, si tu es en indépendant, les formations sont prises en charge. Donc, ça veut dire que à partir du moment où tu as un numéro de SIRET, que tu es indépendant, suivant l'organisme dont tu dépends, hein, en fait, en fonction de ton domaine d'activité, j'ai mon chien qui en a marre. En fonction de ton domaine d'activité, tu cotises en fait, peut-être sans le savoir, à une caisse ensuite qui te reverse des fonds de formation et tu as des droits annuels, sache-le, ça c'est très important. Et parce que au 31 décembre, ça s'annule en fait si tu les as pas pris dans l'année et tu as à nouveau les droits pour l'année suivante, mais ça va pas se cumuler d'une année sur l'autre. Donc ça c'est important de le savoir si vous êtes travailleur indépendant, que vous soyez artisan, commerçant, thérapeute, artiste, voilà, vous cotisez à des caisses différentes. Et donc, vous n'avez pas tous les mêmes droits. En fonction de la caisse, il y a des critères spécifiques à chaque caisse. Mais en tout cas, si vous ne prenez pas vos fonds de formation dans l'année, ils s'annulent, hein, ils se perdent et vous en avez à nouveau pour l'année suivante.
Donc voilà, on est en septembre, profitez-en parce que, il reste encore des sous pour la fin de l'année. C'est clair. Je crois que c'est les OPCO qui proposent ce genre de choses. Ça s'appelle un OPCO, tout à fait. Donc, les artisans, vous dépendez du FAFSA, les artistes de l'AFDAS, les commerçants de l'AGFIS. Voilà, il faut chercher votre OPCO, il faut demander à votre comptable. Ou sinon, avec votre code NAF, hein, vous pouvez m'envoyer un petit mail aussi. On peut mettre mon mail aussi dans le chat. C'est Élise, peinture naturelle attachée au pluriel.fr. Et je peux vous dire, il faut votre code NAF, c'est votre code d'activité, votre domaine d'activité. Si vous êtes indépendant, hein, si vous êtes salarié, c'est encore autre chose. L'entreprise aussi finance de la formation professionnelle et cotise. Donc, si vous êtes salarié d'une entreprise, vous pouvez avoir droit à des fonds de formation. Encore faut-il que ce soit dans le même domaine que l'entreprise dont vous faites partie. Et ce sont les OPCO qui financent ça. Donc les critères ne sont pas les mêmes si vous êtes vous le boss, quoi, l'indépendant, le travailleur indépendant, ou si vous êtes salarié d'une entreprise. Et si vous Voilà. voulez prendre un rendez-vous avec moi, vous pouvez soit m'appeler directement, enfin peut-être pas tout de suite parce que là je vais aller manger, mais vous pouvez autrement prendre un rendez-vous sur rendez-vous.auvivant.com. Comme ça, vous pouvez aussi me partager votre projet de maison, de construction, rénovation, d'autoconstruction, de changement de reconversion professionnelle. Ça me fera un grand plaisir aussi d'échanger avec vous. Je pense qu'on est pas mal, on a dépassé l'heure et demie allègrement. Ouais, on a 2 heures là. Ouais, on est quasiment à 2 heures, donc merci vraiment beaucoup pour votre présence parce que vous avez vraiment assuré l'une et l'autre. Vous êtes plutôt toutes les femmes là maintenant restant. Il y a Hmm. peut-être encore un Gilles qui est là ou quelques hommes. Ah, si, il y a Alain qui est caché derrière. J'ai peu Salut Alain. d'hommes. J'ai peu d'hommes depuis quoi? Depuis ouais, c'est ça, 16 ans que je fais de la formation pro. Grosso modo, il y a un homme par an dans mes formations, que ce soit en ligne ou en présentiel, et c'est assez régulier. Donc c'est plus un métier de femme, j'imagine. Mais voilà, sur tout ce qui est rénovation de maison, là, messieurs, vous êtes souvent plus concernés. Donc je fais aussi beaucoup de formations pro, c'est peut-être pour ça. Moi, je, Ouais, je voulais ajouter un dernier truc. Hier, j'ai regardé une vidéo qui m'a surpris sur le fait que les femmes ont moins de fonds d'argent que les hommes de façon générale en France et même en Europe, en Amérique du Nord. Et du coup, ça m'a donné envie. Je vais probablement réfléchir à une offre pour faire 20% de réduction pour les femmes qui achètent la formation seule. Donc voilà. Parce que en fait, comme il y a une différence de 18% environ, bah, du coup, je vous enlève la TVA. J'ai pas de TVA, je la paye tout comme vous, hein, tout comme un particulier. Mais pareil. voilà, je me suis dit que pour toutes les femmes qui étaient pour leur projet seul, je trouvais ça cohérent. Ou si vous n'êtes pas soutenu par votre copain, votre compagnon, votre mari, ben, du coup, je pourrais voir aussi pour faire la réduction. Et sinon, si c'est un couple, non. Si c'est un projet de couple, là, on reste sur le prix normal, parce que vous êtes deux à pouvoir financer. Mais voilà, pour la formation, je vais réfléchir à une offre de cette façon-là, parce que et c'est nouveau, hein. J'ai regardé ça hier soir et je me suis dit, ok, on va couper dans le gras sur la différence entre les hommes et les femmes et on va faire les choses simplement. Euh, Est-ce que tu avais une dernière chose, Élise, à partager ou parce que je vois plus d'autres questions, sauf erreur de ma part. Voilà. Alors Levez la juste main si je vous ai oublié là, mais C'est juste pratico-pratique. Moi, je vous demande pas de m'appeler directement parce que ça passe pas du tout chez moi. Donc, il faut vraiment que je sois à un endroit spécifique pour avoir les appels. Et c'est pour ça que je propose des rendez-vous téléphoniques. Comme ça, en plus, moi, je le sais, je me mets au bon endroit, je dégage du temps vraiment pour être disponible. Donc, voilà, vous avez le lien. Je sais pas si tu peux le remettre, Goulven, dans le chat, mais vous avez le lien pour prendre un petit rendez-vous téléphonique. Donc, voilà, ça, sans engagement, bien sûr. Et ça vous permet de vous que ce soit un bon moment pour vous et pour moi et qu'on puisse voilà, discuter un petit peu de notre projet. Je te remercie. avec grand plaisir. Euh, Ce soir, c'était Au Vivant qui a accueilli Élise sur la peinture naturelle. Il y a d'autres événements qui sont organisés par Au Vivant avec d'autres experts, d'autres professionnels. Il y a quelques jours encore, et vous pouvez le retrouver sur le groupe Telegram. Euh, je- Non, j'arrive pas à parler en même temps que j'écris. J'ai Ok, cru, hein, mais enfin, je l'ai pas, moi. Toi, t'es les hop. hommes. Non, mais d'habitude ça fonctionne, mais là, je sais pas, ça marche plus depuis quelques mois. J'arrive plus à faire les deux choses en même temps. Et donc sur le groupe Telegram, vous pouvez retrouver du coup le replay du dernier webinaire qui a été proposé sur comment gérer son budget, son argent pour pouvoir se lancer à soit demander un crédit, soit se lancer à vouloir construire une maison.
Voilà, c'était complètement gratuit et j'essaie de faire de plus en plus de rencontres gratuites avec différents experts que je trouve vraiment passionnants et qui font ça avec beaucoup de cœur. Donc, si ça vous intéresse de poursuivre avec ça, n'hésitez pas à aller sur le groupe Telegram. Si vous n'avez pas Telegram, vous pouvez m'envoyer un email. Attends, il n'écrit pas non plus en même temps. Normalement, j'ai mon ordinateur qui me donne des raccourcis quand j'écris trois lettres, mais là, ça ne marche pas. Sinon, vous pouvez écrire un email à goulvenat@ovivant.com si vous n'avez pas Telegram et je vous enverrai les informations pour que vous puissiez vous aussi avoir accès à d'autres informations gratuites sur les informations par email que j'envoie avec Au Vivant. Ton mail, c'est goulven@auvivant.com, c'est bien ça? C'est bien ça, ouais. Allez hop, je te mets. Ah, pourquoi ça envoie pas? En tout cas, merci beaucoup, Elise. C'était un vrai plaisir de t'accueillir chez Au Vivant, de découvrir un peu cet Moi univers. aussi, c'est mon J'ai appris plaisir. plein de choses. Je pense que ça serait vraiment intéressant. Et attention, je parle en direct, donc ce n'est pas encore officiel et elle n'est pas au courant, Elise. Mais j'aimerais bien qu'on arrive à construire un cours dédié que et uniquement justement sur la peinture intérieure, la peinture extérieure, sur les volets, sur les enduits, spécifiquement à l'intérieur de la formation. Donc peut-être qu'on va poursuivre nos échanges et un jour, dans la formation complète que je propose, eh ben, il va y avoir encore Ok. un nouveau cours qui ne s'arrête Définition. jamais parce qu'il y a déjà une trentaine d'experts qui interviennent avec passion pour vous permettre de faire des grandes économies. Donc, apprendre à faire soi-même sa peinture pour chez soi, quand on a fini tout son budget, quand on a tout construit, on a tout mis dans la grosse climatisation parce qu'on a mal conçu sa maison, bah, derrière, si vous devez encore mettre de la peinture, vous pourrez la faire naturellement à des coûts de 3 centimes le mètre carré. Super, Bon, bah, merci à vous tous et merci à toi pour cette invitation. Très sympa de faire ça ce soir ensemble. c'est partagé. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très belle soirée et puis à bientôt pour la suite si vous souhaitez rester en contact. Merci Elise, Ça merci à vous marche. Bonne toutes et vous soirée à tous. tous et merci Gouluen. Bonne Ciao. soirée. Ciao. Merci à vous. Au revoir.